Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission spéciale à l'occasion de laquelle nous allons aborder la question de la gestion du multicloud. Mais avant cela, un tout petit mot pour vous annoncer que depuis quelques semaines, certains d'entre vous l'ont certainement déjà remarqué, sur it4business.fr, vous pouvez trouver les informations que vous souhaitez grâce à notre IA Albert. Votre assistant qui a répertorié tous les articles du site vous permettra de trouver très rapidement les réponses à toutes les questions que vous posez sur l'IT. Pour l'utiliser, c'est simple, il suffit juste d'être connecté et vous avez accès au service d'Albert, même avec un accès gratuit. Fin de la petite promotion, retour sur la matinale. Vous le savez que depuis un certain temps, les entreprises du monde entier font face à un défi de taille. Comment gérer efficacement plusieurs clouds comme s'ils n'en faisaient qu'un? C'est précisément la question à laquelle nous allons répondre ce matin avec les témoignages de nos experts et de nos témoins. Nous verrons comment assurer la gouvernance, la sécurité et l'efficacité dans un paysage multi-cloud. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant l'émission, en direct bien sûr, et nos témoins et nos experts répondront à vos questions. Vous pouvez le faire, comme d'habitude, par le chat. Nous allons commencer cette émission avec un premier invité. Il s'agit de Nicolas Ilnica, directeur infrastructure cloud et ingénierie chez TF1. À tout de suite. Alors nous sommes avec Nicolas Ilnica, je le disais. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas, vous êtes directeur infrastructure cloud et ingénierie chez TF1. Alors TF1 qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus, je dirais. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous. Vous le savez, le titre de cette émission, c'est le multi-cloud. On sait qu'aujourd'hui, de très nombreuses entreprises travaillent déjà à partir d'une plateforme cloud, d'un des 3 acteurs qu'on connaît. Il y en a un peu de taille un peu plus réduite dans le monde. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, de votre côté, de vous appuyer sur 2 plateformes au lieu d'une, alors qu'aujourd'hui, vous aviez quelque chose qui, finalement, vous avez déjà un système qui fonctionnait plutôt bien? On a amorcé en 2018 une stratégie vers le cloud. On avait au départ plutôt une stratégie monocloud pour avoir un seul partenaire et puis foncer pleinement sur le cloud. Et puis, avec notre migration et les évolutions applicatives, à un moment, on s'est retrouvé face à un éditeur qui avait une préférence sur un clouder sur lequel on n'était pas hébergé. Et donc, on s'est retrouvé assez rapidement en multi-cloud, ce qui est aujourd'hui plutôt une satisfaction, puisque ça permet d'avoir 2 plateformes et aisément d'aller jouer avec l'un ou avec l'autre. C'était vraiment une question d'aubaine, en fait, parce que souvent, quand on parle de multi-cloud, on imagine que les entreprises recherchent à développer une deuxième plateforme, en tout cas à installer une partie de leur SI sur une deuxième plateforme, parce que ça répond à une stratégie mûrie de longue date. Là, pour vous, c'était pas forcément le cas. C'était vraiment ce fournisseur qui vous a influencé, entre guillemets? Exactement. On était parti pour vraiment migrer la plupart de nos workloads sur un seul clouder. Et puis maintenant, on a réussi à équilibrer, grâce à cette opportunité-là, la moitié de nos domaines métiers sur un cloud et puis le reste sur l'autre. Où est-ce que vous en êtes de cette migration? Elle est complète, en tout cas de cette distribution, je dirais, parce qu'on ne parle pas de migration, mais où est-ce que vous en êtes? Alors on a fini, on va dire, la première partie qui était de migrer un peu plus d'une centaine d'applications. Et là, on attaque maintenant un petit rééquilibrage, déjà de réajuster techniquement un petit peu ce qu'on avait fait. Entre 2019, 2020 et aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup de changements technologiques, des designs d'architecture aussi différents. Et aujourd'hui, on retravaille un petit peu notre copie, on réajuste et puis on a toute une partie applicative qu'on n'a pas encore traitée. Donc, ça sera les chantiers sur les 3 prochaines années à venir. On parlera avec notre prochain invité notamment d'adhérence des applications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous travaillez avec, et vous l'avez dit dans votre cas, vous travaillez par exemple sur un applicatif particulier, vous l'avez installé sur un cloud A, vous voulez le migrer sur le cloud B, mais ça ne marche pas très bien parce que vous avez fait des améliorations, vous avez fait des adaptations et c'est très difficile de porter une application comme ça d'un cloud vers un autre. Est-ce que vous avez rencontré cette difficulté ou justement le fait d'avoir un deuxième cloud et de développer, j'ai envie de dire, en natif sur le cloud B, eh bien c'est plus simple et que ça évite d'avoir ce genre de difficultés, je dirais? La question, elle est vraiment là. C'est finalement, est-ce
Est-ce qu'on fait un choix économique avec du cloud natif et des services managés qui sont vraiment propriétaires au clouder? Donc une version plutôt économique qui nous amène forcément vers du lock-in, clairement, mais comme on aurait pu l'avoir on-prem sur nos data centers en propre. Donc notre choix était plutôt économique. Maintenant, au bout de 3 ans, on commence à se poser des questions sur quel est le risque. Est-ce que ça existe d'avoir des applications qui disposent de la capacité à bouger d'un cloud à l'autre, même à revenir des fois sur notre site? On y travaille, donc il y a des solutions de containers, il y a des façons de développer qui sont un peu différentes. Mais aujourd'hui, notre choix, il est vraiment plutôt service manager first. Et puis pour des gros systèmes un peu techniques, plutôt travailler sur du microservice, peut-être du container, pour pouvoir avoir une mobilité, une souplesse un peu plus simple. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce que les discussions que j'ai eues avec vos alter ego dans d'autres entreprises, on sent qu'il y a à peu près la même démarche. C'est-à-dire qu'on en parlera notamment avec votre alter ego chez BetClick, qui sera là un peu plus tard dans l'émission, qui explique justement que les conteneurs offrent justement une clé pour avoir cette mobilité applicative qu'on n'a pas forcément en natif quand on développe sur le cloud. Et les conteneurs sont intéressants pour ça. J'aimerais qu'on revienne sur cet aspect économique. Je crois que sur cette émission et ailleurs, y compris chez nos confrères, on a un peu tordu le cou finalement à cette première promesse du cloud, qui était celle du moins cher. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, un cloud n'est pas forcément moins cher. Ça dépend comment on l'utilise, ça dépend aussi pourquoi on l'utilise, ça dépend comment il est configuré. A priori, lorsqu'on en utilise 2, on peut imaginer qu'on va doubler les dépenses. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, ou est-ce que vous arrivez quand même, et on en parlera encore une fois avec une de nos invitées, est-ce que vous arrivez finalement à construire une équation économique qui évite de vous faire sortir des limites que vous avez fixées et que votre direction vous a fixées? Alors clairement, d'avoir deux partenaires pour l'hébergement, ça coûte plus cher, il n'y a pas de secret. Et ça, il n'y a rien à faire. Dès qu'on en prend 2, ça coûte plus cher. Maintenant, il y a plusieurs leviers. Il y a un premier levier de contractuel qui est avec les partenaires. On va les citer, c'est Azure AWS pour TF1. Clairement, quand vous renégociez un contrat avec l'un ou avec l'autre, quand vous lancez un nouveau projet, ils sont très innovants dans les propositions commerciales. Et donc, clairement, on a un gain d'en avoir deux clouders. Donc ça, déjà, économiquement, ça ne rembourse pas la totalité. C'est un choix au départ. Mais ça permet d'avoir des leviers de négociation. Après, il y a d'autres sujets que l'économie. Ça amène aussi des compétences et des talents pour pouvoir travailler, parce qu'on a une promesse de multi-cloud. Et puis, l'accélération, qui est quand même importante, c'est qu'aujourd'hui, nos métiers vont de plus en plus vite. On a des cycles de vie qui sont plus à 5 ans, qui sont plutôt des cycles de vie beaucoup plus courts. Ils sont ramenés à quelques mois. Exactement. On a un bel exemple avec l'IA, on en parlera d'ici quelques semaines. Avec des tests qui sont des fois des échecs ou des réussites, mais si c'est des échecs dans le cloud, les coûts perdus sont moindres. Donc, tout compris, finalement, on se retrouve dans une situation où il y a un coût supplémentaire, mais ça nous apporte de la vitesse, des talents avec des compétences assez importantes, et puis des possibilités d'accéder à des technologies type l'IA, qu'on ne pourrait pas s'offrir peut-être en propre dans nos data centers. J'aimerais qu'on revienne sur ce point-là que vous venez de mentionner, Nicolas, qui est celui des talents. Aujourd'hui, c'est un vrai défi pour l'entreprise. Alors, vous l'avez dit, vous êtes sur AWS, vous partagez votre SI sur Azure aujourd'hui, donc 2 partenaires. Vous avez développé un savoir-faire et des compétences sur AWS. Elles sont là, elles vont rester. Vous avez dû en concevoir et en développer de nouvelles. Comment est-ce qu'on gère justement aujourd'hui, même de manière opérationnelle, ce jeu de compétences, et comment on s'assure de les avoir finalement en interne pour vraiment l'opérationnel quotidien? Alors déjà, il faut vraiment centrer la montée en compétences au quotidien. Les équipes, il faut qu'elles animent elles-mêmes en fait cette montée en compétences. On fait beaucoup d'animations internes sur de la démo, sur de l'accompagnement, etc. Donc on va dire qu'avant, on attendait un petit peu la formation de l'année pour pouvoir se former. Maintenant, c'est vraiment en continu. On se rend compte quand même que les talents restent quand même plutôt sur leur domaine de compétences. C'est pas aussi facile de basculer d'un clouder à l'autre. Donc, nous, à TF1, on a créé ce qu'on appelle une Cloud Team, qui, elle, est un peu le centre de compétences ultime, qui permet de mettre à disposition des modules et
des briques technologiques. C'est le Cloud Center of Excellence qu'on trouve à peu près. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Et qui permettent à la majorité des collaborateurs, soit des développeurs, soit des ops ou autres, d'utiliser ces briques qui sont entre guillemets agnostiques au cloud. Et ils vont coder avec et délivrer leur plateforme directement. Donc on a un peu centralisé la compétence, mais globalement, c'est un sujet de tous les jours. Je reviens sur la question des dépenses et du coup, aujourd'hui, quelle est votre démarche FinOps et comment est-ce que vous avez réussi à centraliser une démarche FinOps comme vous l'avez fait là pour les compétences et l'opérationnel? Alors dès le début, on a investi sur le FinOps puisqu'on a fait un projet de migration vers le cloud aussi pour économiquement, un sujet économique. Et donc on a intégré le FinOps dès le début. On a 2 FinOps aujourd'hui. On a un outil qui permet de faire du FinOps multiplateforme. C'est quand même assez important. Mais qui est connecté aux 2 plateformes? Qui est connecté aux 2 plateformes. Avec des informations en temps réel, je suppose? Exactement. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vue très globale sur notre produit, sur notre applicatif, sur les technos qu'on utilise. Et puis aussi, encore une fois, pour aussi mieux négocier à des fois des private pricing avec nos clouders. Donc c'est vraiment du FinOps, de la conception jusqu'au delivery de l'applicatif. D'accord, donc vraiment quelque chose de très précis et pointu. Comment est-ce que vous avez embarqué les métiers sur cette question de dépenses? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de dépenses cloud, avec le SaaS, avec des équipes de dev, on sait qu'on peut être enclin à aller chercher des solutions sans forcément parler au responsable cloud ou à la DSI. Comment est-ce que vous faites en sorte justement de mobiliser les métiers et faire en sorte qu'ils jouent le jeu aussi et qu'ils évitent des dérapages de la dépense cloud? Alors déjà, on a un suivi mensuel un peu de tous les produits qui composent en fait les différents SI de TF1. L'avantage du cloud, en tout cas pour TF1, on suivait les coûts au lancement de projet il y a quelques années. Maintenant, c'est quelque chose qu'on suit au mois le mois et ça permet de dire cette fonctionnalité-là dans votre entreprise, elle coûte tant. Et finalement, le métier se retrouve face à ses responsabilités. Est-ce que finalement, le coût est bien cohérent par rapport à la valeur que ça apporte? Donc, on a des débats qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on a pu connaître, je pense, dans le passé. D'accord. Vraiment simplifié de ce côté-là. Il y a une question que je voulais aborder aussi avec vous, Nicolas, qui est celle celle centrale dans l'émission, qui est celle de la supervision opérationnelle. Vous avez répondu en partie avec les équipes. Mais comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous assurer que les opérations sur un cloud A se passent bien, les opérations sur un cloud B se passent bien? Ça vous fait sourire parce qu'on sent à quel point c'est un sujet. C'est un sujet qui est complexe, j'imagine. Comment est-ce que vous assurez finalement que les opérations sont menées de manière claire, efficace au quotidien? Alors déjà, on a plusieurs environnements, clairement, des environnements de recettes pour tester nos mises en production. Pour le sujet vraiment supervision opérationnelle, on a un peu changé de prisme par rapport à ce qu'on pouvait faire dans nos data centers en propre. On s'est doté il y a à peu près 2 ans d'une solution d'APM qui permet de monitorer la partie applicative. Donc on a une première couche qui permet de mesurer l'expérience utilisateur et puis une deuxième couche qui permet, elle, de monitorer les performances des briques techniques. Ça peut être de l'API management, ça peut être un ETL, ça peut être vraiment une brique de sécurité ou une brique réseau, etc. Cette solution est agnostique? Elle est indépendante des clouds? Exactement, elle est indépendante et elle peut assez facilement mesurer les performances d'un système. D'accord. Et donc c'est assez complexe d'implémentation. On a vraiment beaucoup de travail encore dessus. Mais l'objectif est vraiment de partir plutôt des fonctionnalités applicatives pour arriver après à diagnostiquer, anticiper les problématiques techniques. Comment est-ce que vous les anticipez justement? Quels sont les systèmes d'alerte que vous avez pu mettre en place pour vous assurer, par exemple, que bien une application ne consomme pas plus que ce dont elle a besoin, qu'elle n'est pas plus ouverte que ce dont elle a droit, que vous n'avez pas des VM qui tournent alors qu'elles ne sont pas utilisées, mobilisées, elles sont là, elles tournent pour rien depuis peut-être un mois, elles coûtent des sous, mais personne ne les utilise. Quel type d'alerte vous avez mis en place justement pour vous assurer que
il n'y ait pas de dépenses inutiles et que, d'une part, et que opérationnellement, vous ne vous retrouviez pas avec des actifs qui sont activés et qui font un travail qu'ils ne finalement qu'ils ne devraient pas faire. Exactement. Alors effectivement, la notion d'éléments, des instances orphelines, hein, on en a régulièrement, c'est un peu la problématique de gérer dans le privé nos infrastructures. Donc on a beaucoup de reports autour de ça. On fait la chasse au quotidien sur ces éléments finalement qui se retrouvent à un moment tout seuls. Donc on voit régulièrement, tous les mois, on voit tous les métiers, les équipes techniques, pour leur exposer les problématiques. Quand on a un développement qui va utiliser une nouvelle technologie, on le suit aussi pour travailler à quatre mains, parce que bien souvent, les nouveaux services ne sont pas si faciles à appréhender en termes de coûts, en termes de techno, etc. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on est vraiment, en tout cas l'équipe FinOps, c'est vraiment au contact des architectes et des équipes qui build dès les premières lignes de code pour pouvoir assurer les dérives qui pourraient arriver au cours du développement applicatif. On dira également un mot au cours de cette émission sur la thématique de la sauvegarde. Je voulais vous poser aussi une question là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, sauvegarder des données, c'est important pour la reprise de l'activité et ainsi de suite. On imagine que pour un groupe comme le vôtre, a fortiori, c'est particulièrement critique. Comment est-ce que vous gérez cette problématique indépendamment des plateformes et comment vous vous assurez d'avoir accès à vos actifs sauvegardés n'importe quand et pouvoir les rappeler d'ailleurs quand vous le souhaitez, indépendamment des plateformes déployées? Qu'est-ce que vous avez mis comme stratégie en place pour cela? Alors, on sauvegarde, on a des solutions de sauvegarde native sur l'ensemble de nos plateformes. On utilise du stockage immuable qui nous permet aussi d'être protégé, je touche du bois, mais protégé d'une cyberattaque. Mais effectivement, c'est assez central, aussi bien comme la supervision. C'est deux éléments assez importants. La sauvegarde, la supervision, pour pouvoir assurer une continuité d'activité, une reprise d'activité. On n'est pas à l'abri, effectivement, qu'un service cloud, à un moment, soit défectueux ou défaillant. Et donc, on a besoin de ces sauvegardes-là, bien positionnées, bien protégées, pour pouvoir les redéployer à n'importe quel moment. On arrive quasiment à la fin de cet entretien. Nicolas, une question pour vos confrères et vos consoeurs qui nous regardent ce matin, qui se posent des questions sur le déploiement, qui sont d'ailleurs peut-être en train de le faire, en train de réfléchir, ou peut-être à une phase un peu plus avancée. Quels sont les conseils que vous donneriez à ceux et celles qui, comme vous, ont la mission de déployer un nouveau cloud, de déployer des actifs sur un nouveau cloud? Quels sont pour vous les pièges, les choses trappes qui doivent absolument éviter, ou à défaut, les questions absolument fondamentales qui doivent se poser pour faire de ce déploiement-là un succès, autant que faire se peut? C'est une très bonne question. Déjà, je pense qu'on part toujours d'un parc applicatif à migrer. Donc déjà, dans ce parc applicatif, bien se poser la question de savoir si ce parc applicatif il est bien utilisé. Voilà. Si on ne peut pas en profiter, ça coûte de migrer, de refactorer nos applications. C'est aussi le moment de se poser des questions sur finalement, est-ce que ce groupement applicatif-là ne peut pas en faire un autre? Il vaut des fois mieux repartir d'une nouvelle application que d'en migrer 3. Donc il y a déjà cette première partie-là. L'aspect sécurité est quand même assez important. Voilà, on le connaît très très bien de manière périphérique quand vous avez un cloud privé. Quand vous êtes dans le cloud, il est vraiment sur toutes les instances, les services managés. La sécurité, c'est beaucoup de travail. Il ne faut pas la minimiser parce qu'en fait, ça représente une charge assez conséquente et qui est à peu près au même niveau que le redéploiement applicatif. Ouais. Donc pour vous, la sécurité, on va en parler d'ailleurs pendant cette émission, mais pour vous, c'est vraiment on n'a pas parlé d'ailleurs avec vous, mais c'est vraiment un axe principal. Exactement, qui peut être générateur de coûts. Et donc il faut vraiment penser sécurité standardisée dès le début pour se dire que ce qu'on est en train de faire sur la première application, on va sûrement le reproduire et anticiper de la charge et des coûts sur l'ensemble de votre migration applicative. La question, si je comprends bien, c'est de sécuriser chaque application indépendamment, ou est-ce qu'il faut, au contraire, parier sur une technologie qui va vous permettre d'avoir une vision, peut-être une protection un peu plus globale sur votre plateforme et partant sur Oui, c'est un peu les deux. Maintenant, vous faites de la sécurité plutôt globale et vous allez multiplier vos outils de sécurité sur l'ensemble de vos applications
Mais il faut vraiment utiliser, c'est du learning, hein. La première application va vous permettre d'apprendre et puis il faut vraiment capitaliser dessus pour en faire une vérité et puis évoluer parce qu'autrement, si vous faites ça à chaque application, ça va coûter cher. Et c'est sûr qu'il faut globaliser, clairement. Globaliser donc des bonnes pratiques. Merci Merci. beaucoup Nicolas. Restez avec nous, l'émission bien sûr n'est pas finie, elle fait que commencer. On vous retrouve dans quelques instants pour des avis d'experts. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau avec Nicolas. Nicolas, vous êtes resté et nous sommes également avec Sylvain Caillot. Sylvain, bonjour. Bonjour. Alors Sylvain, vous êtes évangéliste et expert technique chez CAS France. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est CAS France ? CAS, c'est un éditeur de logiciels français. On existe depuis une trentaine d'années. Et notre métier, on est les pionniers de cette discipline, c'est la software intelligence. Les pionniers et les leaders aujourd'hui. On a eu une approche qui est une approche assez particulière. On a décidé qu'il fallait comprendre ce qu'était une application, en construire un jumeau numérique qui permettrait de voir toute la structure de cette application à travers les différentes couches techniques, à travers les différentes technologies qui sont utilisées, à travers les différents tenants qui constituent l'application. Et qu'à partir de là, on pourrait rechercher des patterns qui sont à la fois des patterns de code, des patterns d'architecture, pour avoir une compréhension la plus complète possible de cette application. Cette software intelligence, on la met à disposition de nos clients pour adresser un certain nombre de cas d'utilisation, dont un cas d'utilisation qui nous intéresse aujourd'hui, qui est est-ce que vous êtes trop adhérent ou à une situation de migration sur un cloud, mais on va bien sûr aussi aider à migrer vers le cloud. Et donc on a tout un tas de propositions à faire pour aider nos clients dans cette démarche qui est assez complexe. C'est pour ça que j'ai demandé à Nicolas de rester, parce que je voulais votre avis, Nicolas, sur cette question d'adhérence. On en a parlé un tout petit peu, et je voulais que vous restiez un tout petit peu pour qu'on échange sur ce point-là. Alors, Sylvain, vous avez travaillé pour le SIGREF, organisation qui regroupe les grandes entreprises, les grands acteurs français, également les administrations. Ils vous ont demandé de travailler sur un indicateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et quel était le but de cette demande ? Alors, on n'a pas commencé à travailler avec le SIGREF sur ce sujet-là, on a commencé à travailler avec Microsoft. C'est Microsoft qui nous a dit nos clients ont du mal à comprendre comment ils peuvent migrer un grand parc applicatif vers le cloud. Vous connaissez les applications, est-ce que vous pouvez les aider à segmenter leur portefeuille d'applications pour dire qu'est-ce qui pourrait être transporté rapidement, qu'est-ce qui pourrait être transporté un peu plus tard. Et on le fait dans une perspective PaaS, c'est ce qui intéresse Microsoft et c'est ce qui intéresse nos clients. Faire simplement du lift and shift, ce n'est pas une garantie d'avoir une économie qui soit suffisante. Par contre, tirer parti des services managés, ça permet d'aller un peu plus loin et d'aller augmenter les économies. Donc, on va cibler une plateforme PaaS. Et donc, on va prendre un certain nombre de patterns, un certain nombre de caractéristiques qui sont détectées dans le code, mais aussi qui vont provenir d'entretiens qu'on peut avoir avec les responsables d'applications pour pouvoir segmenter ce portefeuille d'applications et dire, voilà, là, vous aurez ce qu'on appelle les low-hanging fruits. Là, vous aurez rapidement un retour sur investissement, un bénéfice. Et là, ça sera un peu plus compliqué. Et on va pointer dans le code tous les éléments qui vont être tagués comme étant des accélérateurs de la migration ou comme étant des ralentisseurs, on appelle ça des bloqueurs et des boosters. Et puis on va proposer tout un ensemble de services managés qui sont possibles en tenant compte du fait que le point de départ, ça peut être le on-premise, mais le point de départ, ça peut être déjà une plateforme cloud, que la cible soit une plateforme cloud de marché. Alors on a des accords et des partenariats avec les trois principaux hyperscalers, que ce soit GCP, Azure ou que ce soit AWS. On travaille aussi avec IBM, parce qu'on est partenaire avec IBM depuis très longtemps. Et puis on a juste introduit l'Oracle Cloud là, cette semaine. Donc, ça permet d'avoir un grand panel pour nos clients. Et l'idée, c'est de travailler aussi sur la containerisation. On parlait de containerisation tout à l'heure. Containerisation, ça ne veut pas dire que vous avez fini. Il faut moderniser aussi ce qui est dans les conteneurs. Il faut aussi essayer d'en tirer le meilleur parti. Et la façon de travailler avec un conteneur et avec des services managés, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on va aller faire des propositions et on va indiquer ce qui est lié au conteneur, ce qui est lié à l'application et éventuellement, si vous êtes trop attaché à certains services. Si vous faites du conteneur, par exemple, avec Microsoft, vous avez le choix de faire, par exemple, du ACA, c'est un service de management qui permet de faire de la gestion des conteneurs, mais qui est très lié à Microsoft. Vous allez vous attacher un peu à Microsoft. Vous pouvez faire du AKS, ce qui est un peu plus complexe, mais plus près de Kubernetes, ou bien vous pouvez faire du Kubernetes natif, ce qui va vous détacher de la plateforme. Donc on va aider à avoir cette stratégie, savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez
avoir le plus de facilité possible, avoir le moins d'expertise fine et tirer parti des capacités de la plateforme, ou bien est-ce que vous voulez être absolument détaché de ça parce que cette application, elle est sensible, parce que cette application, vous ne savez pas à quelle vitesse elle va augmenter, vous ne savez pas comment, dans votre modèle FinOps, elle va s'installer avec tel ou tel hyperscaler, vous voulez pouvoir la faire bouger. Et donc, on va donner l'information nécessaire au client pour qu'il puisse engager sa stratégie, la préparer et être toujours informé de où il en est. À n'importe quel moment, vous pouvez regarder votre application et savoir quel est son degré d'adhérence à l'environnement sur lequel elle se trouve. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé, Nicolas? Est-ce que vous retrouvez dans ces réflexions-là en termes d'adhérence? Est-ce que justement vous avez évalué au fur et à mesure le niveau d'adhérence? C'est-à-dire qu'on a reçu un de vos collègues il y a quelque temps sur tout ce qui tournait autour de la démarche DevOps. On sait à quel point dans votre groupe vous mettez en place des solutions pour faire en sorte qu'un applicatif corresponde vraiment à un besoin particulier. Il y a tout un tas de développement autour. Est-ce que vous avez regardé, vous, cette question de l'adhérence, et est-ce que vous l'avez suivi au fur et à mesure, comme Sylvain vient d'en parler? Alors, pas vraiment. C'est très, très récent, en fait. Comme la priorité était quand même de migrer et d'avoir vraiment le cloud comme une opportunité, on ne s'est pas préoccupé dès le début de cette adhérence. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Maintenant, la question, c'est quel niveau d'adhérence est acceptable, quel niveau de risque on prend. Voilà, il faut poser ça sur la table. Je pense que la question elle est vraiment là, le niveau de risque et le gain que pourrait nous apporter la possibilité clairement d'avoir une mobilité applicative entre différentes plateformes d'hébergement. D'accord, donc pour vous, plutôt une question de niveau de risque acceptable. Sylvain, comment justement une entreprise peut-elle évaluer son indépendance vis-à-vis, l'indépendance de son application, d'un applicatif particulier, vis-à-vis d'une plateforme donnée? Alors, pour ça, nous, on va lui apporter une aide. Il y a certainement d'autres méthodes pour le faire, mais l'idée pour nous, c'est d'analyser le code de cette application, d'analyser son architecture et de proposer un certain nombre de conseils, de remarques. De dire, voilà, cette application, elle pourrait aller facilement sur le cloud, elle pourrait y aller plus intelligemment si vous utilisiez telle typologie de service managé. Mais si vous utilisez ces services managés, eh bien, ces services managés vous rendent adhérent à un cloud provider. Et à tout moment, on va donner cette vision-là. Donc, à tout moment, vous pouvez dire, voilà, mon application, elle tourne là, elle utilise un certain nombre de services qui sont des services propriétaires, ils n'existent que sur une plateforme. Maintenant, il y a peut-être un équivalent. Classiquement, si vous êtes sur des choses simples, on va dire sur des choses simples, si vous faites du stockage, vous avez un abonnement S3 sur AWS et vous avez un abonnement storage sur Azure. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais globalement, vous allez vous y retrouver. Et donc, l'idée, c'est vraiment de donner de l'information. On part du principe que tant que vous n'avez pas l'information, vous avez juste une opinion. Et une opinion, c'est pas suffisant. Donc, ce qu'on veut, c'est fournir des informations factuelles qui vont permettre à l'entreprise de savoir où elle en est et de pouvoir avoir une stratégie qui soit pilotée par de la donnée et pas simplement par des opinions. Mais quel genre d'informations factuelles vous donnez, Sylvain? Par exemple, si vous allez manipuler du file system, je vais le détecter dans le code. C'est assez simple. Donc, je vais vous dire, vous avez besoin, si vous voulez aller efficacement sur le cloud, vous avez besoin d'un service manager. Donc, si vous allez sur cette voie-là, vous allez forcément choisir soit S3 si vous êtes sur AWS, soit Azure Storage si vous êtes sur Azure. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à créer de l'adhérence avec le cloud cible sur lequel vous allez. Alors, il y a d'autres méthodes beaucoup plus compliquées pour le gérer. Et vous pouvez utiliser et décider que non, le storage, j'en veux pas. Je veux pas ce service-là et je veux avoir un système qui soit, par exemple, basé sur ma base de données. Et je vais tout stocker dans ma base de données et plus rien en fichier. Donc ça, c'est une possibilité. Donc on va donner la possibilité de choisir sa stratégie et de comprendre ce qu'on fait. Bon, sur du stockage, franchement, utiliser un service managé, c'est relativement simple, il n'y a pas beaucoup de risques. Mais il y a des situations beaucoup plus complexes que ça. Et quand je vous disais tout à l'heure, choisir entre ACA, AKS ou Kubernetes natif, c'est déjà plus la même chose. Et le coût pour l'entreprise dans la durée n'est pas du tout le même. En termes d'administration et en termes de compétences à acquérir, ce n'est pas la même chose. Donc il faut bien le comprendre et savoir quelles applications on veut gérer de quelle manière. Comment est-ce que vous accompagnez justement les entreprises qui souhaitent passer d'un cloud à un autre? Ou peut-être, on a eu le cas avec Nicolas, des entreprises qui sont déjà sur un cloud, elles sont installées, elles ont déjà une expertise sur ce cloud et elles développent un deuxième cloud, une deuxième plateforme pour d'autres applicatifs. Donc deux cas, celles qui veulent passer d'un cloud à un autre, et puis les autres, celles qui ont déjà un cloud et qui veulent migrer une partie de l'applicatif sur un nouveau cloud. Donc pour nous, l'idée, c'est de faire une image, une photo à un instant donné de chacune des applications, de dire voilà où vous en êtes, voilà ce qu'on voit dans votre code, voilà où on voit les adhérences, voilà où on voit les risques, et partant de là,
on va proposer à l'entreprise bien de chercher les applications qui représentent le moins d'efforts. C'est toujours pareil, on pense que le moins d'efforts et les applications qui sont les plus importantes pour le business sont les applications qui sont les meilleures cibles. C'est celles qui vont rapporter le plus de retour sur investissement. Donc s'il y a une raison de se déplacer, qui est une raison, on va dire, financière, ça c'est évident. Si par contre c'est simplement pour ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, on aura une approche avec eux qui va être peut-être un peu différente et qui va chercher peut-être à comprendre comment on peut aller plus vite pour rééquilibrer le portefeuille d'applications entre deux clouds existants. Nicolas, c'est une réflexion qui a été la vôtre, au-delà de, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait un de vos partenaires qui, en gros, vous êtes rendu compte que c'était beaucoup plus simple de travailler avec lui sur un tel cloud qu'un autre. Donc, c'est ce qui a créé finalement qui va donner de l'élan pour partir vers un nouveau cloud. Là, vous le disiez aussi, vous êtes en pleine migration. Est-ce que vous avez procédé à une espèce d'audit des applications que vous pourriez le plus facilement déplacer et quelle était voilà, clairement, pour comprendre votre réflexion vis-à-vis de cela? Clairement, c'est une étape obligatoire. On ne peut pas migrer à moins de faire du lift and shift, mais je pense que c'est plus vraiment l'idée dans l'air du temps. Donc vous avez l'obligation de faire un assessment assez complet et prendre ce type de solution pour voir un peu les adhérences, comment ça fonctionne, etc. Puis à un moment, proposer une conversion et de se dire effectivement comment je vais attaquer l'API, quelle solution je vais prendre, quel service manager je vais prendre, est-ce que je vais vers du manager ou pas, etc. Donc c'est une étape obligatoire, donc l'effort il faut le faire. Maintenant, accompagner avec une solution ou avec la connaissance terrain, il y a plein de façons de faire. En tout cas, c'est un accélérateur d'avoir une solution qui te permette de faire des analyses de code comme ça. Et du coup, votre solution, par rapport à tout ce que vous venez de dire, Sylvain, pour une organisation qui souhaiterait faire machine arrière, par exemple, rapatrier un applicatif d'un cloud vers un autre, c'est aussi utile. Hein. Absolument, oui, bien sûr. D'accord. C'est même utile, on pense, dans la gouvernance globale d'un portefeuille d'applications. C'est où j'en suis, qu'est-ce qui se passe. Voilà, ne pas se laisser surprendre par les événements, pas se retrouver dans une situation où brutalement il faudrait faire quelque chose et pas avoir du tout préparé sa stratégie au départ. C'est vraiment, on appelle ça une tour de contrôle. On essaie d'avoir une tour de contrôle globale pour le portefeuille applicatif et savoir où on en est. Alors pas simplement sur la migration vers le cloud, dans d'autres axes d'analyse, sur la qualité de l'open source embarqué par exemple. Voilà, donc on a différents axes et on offre cette solution qui est une solution de pilotage en continu du portefeuille d'applications, où qu'il soit hébergé on-premise, sur un cloud public ou sur un cloud privé. On a une question en ligne, et la question est celle-ci. J'entends les arguments sur le cloud public, mais quid du cloud public? Je pense qu'il faut comprendre, mais quid du cloud privé? Peut-être une question pour vous, Sylvain, je pense. Le cloud privé, il s'appuie forcément sur un certain nombre de technologies, de stratégies. On a des clients qui ont décidé, par exemple, d'aller sur de l'OpenShift. Donc, on va les aider aussi sur cette vision-là. Donc, comment est-ce que l'application est prête à être sur un environnement OpenShift et qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller plus vite, pareil, segmenter à nouveau. Donc on va aussi avoir cette capacité à avoir un pilotage dans une stratégie multi-cloud qui peut être basée sur un modèle cloud privé, cloud public. Je ne vous ai pas posé la question, je le réalise pendant qu'on en parle, mais Nicolas, vous êtes parti sur 2 clouds publics? Oui. Qu'est-ce que ça aurait changé si vous étiez parti sur du cloud privé? Et qu'est-ce que ça aurait notamment changé, deuxième partie de la question pour vous, Sylvain, en termes d'adhérence? Alors, première question, vous êtes parti donc sur du public, pourquoi pas du privé? Et qu'est-ce que ça aurait changé en termes d'adhérence? Alors déjà le public, ça apporte des services managés. On diminue l'empreinte d'obsolescence et le besoin de mettre des efforts sur toute cette partie d'obsolescence. Donc, en cloud privé, on garde quand même encore cette notion de suivi d'obsolescence. Qu'on retrouve plus forcément avec du public. Oui, voilà, exactement. Ça arrive que des services s'arrêtent dans le cloud public, mais ça arrive moins souvent. Donc, voilà. Donc la grosse différence, elle est essentiellement là, ce côté catalogue voilà, qu'on retrouve plus facilement dans le cloud public. Et puis d'actualité, clairement, sur des services type IA ou d'indexation assez puissants ou des services vraiment innovants. C'est un accélérateur d'aller dans le cloud public. Alors, on a 2 questions. Et avant cela, avant de prendre les questions, deuxième partie de la réponse pour vous, Sylvain.
quelle différence, quelle réflexion autour de l'adhérence lorsque, par exemple, on choisit de partir d'un cloud public vers un cloud privé, ou quand on choisit de déporter une partie de son applicatif vers un cloud privé? Le grand débat quand on va vouloir aller sur un cloud et qu'on veut le faire efficacement, intelligemment, c'est d'avoir une architecture qui soit cloud native. Et une architecture cloud native, ça fonctionne très très bien sur d'on-premise. Il ne faut pas penser que... voilà, c'est juste une façon, une architecture, un style de développement. Donc essayer de se concentrer, de transformer ces applications de cette manière-là, c'est une garantie de pouvoir facilement avoir une grande facilité d'observabilité, une grande facilité de scalabilité. Il y a beaucoup d'avantages à avoir quelque chose qui est cloud native aujourd'hui en termes de définition d'application. Ensuite, vous allez pouvoir migrer d'une application à une autre. La différence entre un cloud public et un cloud privé, c'est l'effort que vous faites pour construire l'infrastructure cloud privé. Et vous avez intérêt à vous appuyer sur des choses qui sont le plus open possible. C'est pour ça que je cite OpenShift tout à l'heure, qui apporte des choses très ouvertes sur ce marché, mais moins de services managés. Il y a une vraie concurrence des services managés dans les clouds publics qui sont là pour essayer d'accélérer et essayer de vous rendre captif, évidemment. Donc, il faut peser l'ensemble des choses. Une des grandes raisons des clouds privés, c'est la donnée. Est-ce que ma donnée, je la garde chez moi? Est-ce que je suis capable de ne pas la mettre dans un environnement public? Quel est mon niveau de garantie? Évidemment, les clouders du monde privé, du monde public, pardon, vont vous dire que vos données sont sans danger, évidemment. Mais il y a encore un grand nombre d'entreprises qui disent non, c'est la chair et le sang de mon business, les données, donc je ne veux pas aller ailleurs. Mais par contre, je veux pouvoir profiter de ça. Et je veux pouvoir profiter de l'hybridation. C'est-à-dire, je veux avoir une partie de mon cloud qui protège ce qui est essentiel pour moi sur un cloud privé. Et tout le reste, je vais essayer d'accélérer les choses. Tout ce qui va être peut-être système d'engagement rapide, sur lesquels je veux faire vivre les applications très rapidement, je vais le mettre sur du cloud public, parce que je vais bénéficier de choses qui vont m'accélérer mes développements, accélérer ma façon d'aller sur le marché, et je vais continuer de conserver une grande sécurité dans ce qui est essentiel pour moi sur mon cloud privé. Voilà. Et autrement, ça va être vraiment la structure des applications qui va jouer. Plus une application est structurée pour être cloud native, plus ce sera facile de la transporter. Et ensuite, les choix vont porter sur qu'est-ce que je fais de cette application, est-ce que je veux tirer parti de service manager. Et si on est sur du système d'engagement, c'est moins grave. Réécrire une application qui fait partie du système d'engagement, c'est pas la même chose que regérer un grand modèle de données sur du système lié au métier ou sur du système non différenciant. Question en ligne pour vous. On a des gens qui sont très loquaces, c'est très bien. On attend vos questions. Donc, quelle stratégie autour de ce modèle et quelle plateforme est le plus présente sur le marché? Je ne suis pas certain de comprendre la question là comme ça, mais si j'essaie de la traduire, c'est quelle stratégie finalement construire autour de multi-cloud par rapport au modèle, par rapport aux acteurs présents sur le marché. Je ne sais pas si vous avez construit votre stratégie comme ça, Nicolas, notamment en vous posant la question de ce que proposaient les acteurs ou pas. Vous êtes plutôt adapté finalement, je pense. Oui, les acteurs qui vous ont influencé, quand vous choisissez un clouder, vous regardez un petit peu ce qu'il fait, ses clients, etc. Et puis chaque clouder a quand même ses spécificités. Ils sont en avance, certains pour certaines technos, d'autres, voilà, il y a une répartition qui se fait naturellement. Bon, clairement, sur des systèmes comme les nôtres, en tout cas on va dire sur le courant corporate, je pense que vous allez chez l'un ou chez l'autre, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas forcément de grosse différence pour un acteur de taille. Voilà, exactement. La stratégie, elle peut être technologique, mais sinon, ça permet surtout, je voyais une question sur la gouvernance, c'est surtout, quand vous lancez une application, ça vous permet de vérifier finalement le coût entre les deux, le design, est-ce qu'il est plus simple peut-être chez l'un ou chez l'autre. Voilà, on se pose des questions, mais c'est pas fondamental, ça ne change pas énormément. On a cette autre question, vous avez commencé à répondre. Quelle différence en matière de gouvernance entre une stratégie multi-cloud et monocloud? Et ça, c'était en partie, vous aviez répondu. Mais si vous pouviez citer 3 différences pour celui ou celle qui nous regarde à l'écran, pour qu'il ait vraiment quelques notions très claires en tête. Le design, déjà, clairement, entre deux hébergeurs cloud, vous n'avez pas du tout la même philosophie, donc il faut s'adapter. Ça, c'est une première chose. Après, sur les services natifs aussi, il y a une petite différence d'implémentation. Voilà, après, et puis sur le coût, ils n'ont pas les mêmes discounts, ils n'ont pas les mêmes approches aussi, sur le saving en l'occurrence, autres. Donc voilà. Décidément, encore une question plutôt pour vous. Nicolas, comment gérer la data privacy, surtout que les serveurs du cloud peuvent être distribués hors de France? Là, on est sur des questions. Alors déjà, commence à être... on peut loquer des services
l'Europe, voilà, réglementaire. D'accord. Si c'est pas suffisant, après, il faut se poser des questions de cloud souverain, si un jour il y en a en France. Ou d'autres. Peut-être, voilà. ça va arriver. Voilà. On parle d'IA souveraine. Exactement. Commence à parler d'IA souveraine. Voilà. Mais ça c'est une autre stratégie. Nous, clairement, on ne s'est pas posé cette question-là. Vraiment, c'est un choix assumé d'aller chez un acteur, en l'occurrence, qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Mais on essaie de limiter, en tout cas, nos données sur l'Europe réglementaire. On a encore une question, mais j'aimerais adresser une dernière question pour Sylvain. On va être rejoint dans quelques minutes par notre prochain invité. Sylvain, comment est-ce que l'entreprise peut préparer intelligemment sa transition et justement en prenant en compte cette question d'adhérence? Quel conseil vous donneriez à une organisation qui suit ce cheminement et qui veut réussir justement sa transition, en prendre un applicatif, l'amener à un autre ou se lancer sur un deuxième cloud? Déjà, bien travailler son architecture d'entreprise, bien comprendre quel est le lien entre le business et les applications sous-jacentes, bien comprendre les besoins qu'il a sur ces différentes applications, sur celles où il veut accélérer sur certains axes particuliers technologiques, et ensuite de regarder si ça correspond à un cloudeur ou à plusieurs clouders. S'il y a des raisons économiques ou des raisons de mise en concurrence pour avoir plusieurs clouders, c'est une démarche qui va l'amener à choisir plusieurs hyperscalers, mais dans les autres cas, c'est bien de regarder l'offre qui est proposée et de bien comprendre comment les applications sont utilisées dans son business. Voilà, des exemples très, très, très concrets. Une dernière question pour vous, Nicolas, avant de vous libérer, parce qu'il y a beaucoup de questions pour vous, vous étiez en keynote. Comment mutualiser les déploiements, les outils sur 2 cloud providers publics? Nicolas. Alors aujourd'hui, on utilise Azure DevOps pour notre chaîne CI/CD qui exécute le code en infrastructure as code. Nous, on utilise du Terraform et on va distribuer, implémenter nos infrastructures applicatives de cette manière-là. Après, je ne sais pas si la question c'est mutualiser pour avoir le même code. Ça me paraît un peu compliqué. Mais en tout cas, on utilise un outil commun pour les devs et les ops. Ils utilisent exactement le même procédé, le même process. Et on a un seul outil pour déployer sur l'ensemble des plateformes, aussi bien d'ailleurs dans notre privé que sur le cloud. Messieurs, merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Sylvain d'avoir été avec nous ce matin. Je me tourne vers notre nouvel invité. Nous venons d'être rejoints par Guillaume Brault, directeur technique Europe du Sud chez Box. Guillaume. C'est ça. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Messieurs, vous pouvez rejoindre les coulisses. Alors, avec nos 2 invités, Guillaume, ça vous a pas échappé, on a parlé beaucoup plateforme, on a parlé gouvernance, il y a eu beaucoup de questions autour de la gouvernance. Alors, on va parler avec vous un peu plus de données, puisque on ne parle pas de cloud sans parler données. Et la première question que je voudrais vous poser, d'abord, avant toute chose, rappelez-nous qui est Box. Alors Box, c'est un éditeur américain de solutions SaaS qui a pour ambition de permettre aux entreprises de consolider, piloter et gouverner l'ensemble des flux documentaires de l'entreprise. Et c'est parfaitement en lien avec ce qui était annoncé précédemment, avec des mouvances multi-cloud, des données qui peuvent un petit peu être partout, à tout moment, dans les applications cloud publiques ou privées. Et Box a cette ambition d'essayer de fournir aux entreprises une plateforme consolidée pour adresser et piloter toutes ces données. Comment est-ce qu'on pilote justement une partie de ces données non structurées? J'en parlais il y a quelques jours avec une entreprise utilisatrice. On sait qu'aujourd'hui, la donnée structurée, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on l'identifie. Elle est en mail, elle est sur c'est des logs, c'est de la data bien spécifique, mais pour la donnée non structurée, c'est plus spécifique. Enfin, c'est plus compliqué en tout cas. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces données non structurées sont bien à un endroit spécifique, dans un cloud spécifique, et de quels outils on dispose pour cela? Alors peut-être revenir sur la notion de données non structurées que vous décriviez, peut-être refaire une petite définition sémantique, parce que ce n'est pas forcément un sujet, une thématique qui est identifiée par tous. Et si je fais un petit parallèle aujourd'hui, si on regarde un petit peu dans les thématiques d'urbanisation des systèmes d'information, move to cloud, les grands thématiques clés qu'on adresse sont les thématiques de compute,
sont des thématiques de sécurité, de réseau et de data. Data, c'est un petit peu, le mot valise et le mot magique en ce moment où tout le monde, part de data, veut mieux maîtriser sa data. Et cette data dont on parle ici et qui est, au cœur des préoccupations de beaucoup de DSI, c'est cette fameuse donnée structurée dont tu parlais, qui est à velléité plutôt à être dans des objectifs d'analytique. C'est des données qui vont être là pour passer à travers des outils de business intelligence, pour aller fournir de la valeur métier à l'entreprise. Là où on va, nous, se concentrer côté Box, et c'est exactement le sens de ta question, c'est plutôt sur les données non structurées. Et ces données non structurées, elles représentent aujourd'hui, c'est IBM qui avait fait une étude il y a de ça quelques années, entre 75 et 80% de la propriété intellectuelle des entreprises. Ce qui est colossal. C'est-à-dire, effectivement, cette fameuse data dont on parle, qui est, encore une fois, un petit peu le mot valise en ce moment, c'est une portion relativement faible de la valeur de la donnée que le système d'information va produire au quotidien et que l'entreprise étendue va produire au quotidien. Et donc après se pose la question, mais alors ces 80% qui restent, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais ? Et qu'est-ce que c'est ? C'est des choses extrêmement simples. Si je donne quelques exemples très didactiques, c'est, je ne sais pas, la nouvelle brochure qui est produite par mon équipe marketing dans un format Adobe InDesign ou Photoshop. C'est le plan AutoCAD du 3e étage de mon bâtiment. C'est le document Excel de mon bilan financier 2023. Et toutes ces données-là, je dirais, comme je disais, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que on se concentre sur les aspects data analytiques, mais toutes ces données non structurées sont peut-être pas forcément aujourd'hui très bien mises en œuvre, très bien consolidées. Et ça, c'était principalement lié, je dirais, au monde d'avant, au monde où ces applications étaient extrêmement monolithiques, et au monde où finalement la DSI se disait, lorsque je construis mon architecture du système d'information, ok, la donnée non structurée, c'est les applications, je fais piloter ça par mes applications, c'est pas un sujet SI au sens architectural du terme. Et donc les choses sont en train de changer, et elles sont en train de changer pour une seule et unique raison, enfin pour deux raisons, dirons-nous, le cloud, mais le cloud qui va surtout tracter les applications et les rendre beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus interopérables, et c'est cela qui va nous permettre aujourd'hui de faire en sorte que le système d'information puisse bénéficier d'une couche unique qui va être là pour agréger l'ensemble de la donnée non structurée de l'entreprise, produite par l'ensemble des applications, que ce soit des applications au cloud public, des Microsoft, des Salesforce, des SAP, et j'en passe, ou des applications qui ont été développées à façon par les entreprises. Donc ce pilotage de la donnée non structurée, il est désormais une réalité, et le cloud est un vecteur de croissance sur cette thématique. Comment est-ce qu'on contrôle et qu'on limite, je dirais, le coût engendré par ces données structurées ? Il faut bien les mettre quelque part, il faut bien les stocker, il faut bien pouvoir les convoquer lorsqu'on en a besoin. Comment est-ce qu'on contrôle, Guillaume, justement, le stockage et qu'on évite les dérapages de coûts en la matière ? C'est exactement. Tu mets le doigt sur vraiment un sujet fondamental, qui est qu'aujourd'hui, étant donné qu'on a délégué aux applications, je dirais, le soin de piloter l'ensemble des données qu'elles produisent, on va se retrouver avec finalement autant de silos d'informations et de silos de données que d'applications qui composent le système d'information. Donc j'ai beau avoir essayé de consolider une architecture cloud extrêmement agile, j'ai beau avoir mis au cœur de cette architecture un vrai sujet data, ce sujet data que j'ai mis au milieu, c'est un sujet data analytique, c'est pas du tout un sujet data au sens documentaire du terme. Et donc cette multiplication des silos de données au sein de chaque application engendre bien évidemment des coûts opérationnels pour l'entreprise, il faut maintenir tout ça, et également des coûts financiers directs. Et là, c'est plus particulièrement inhérent au cloud public. Je pense notamment à des éditeurs de bureautique ou autres, où finalement le stockage de ces données non structurées peut grossir de façon exponentielle. Aujourd'hui, à peu près 30% de croissance de données dans des entreprises assez traditionnelles en France. Et donc après, le coût associé au stockage de ces données non structurées à l'échelle des applications peut devenir extrêmement prohibitif. On a calculé, nous, en moyenne chez Box, que le coût était en moyenne de 19 centimes le giga. Donc à partir du moment où on se dit, OK, dans toutes mes applications, elles produisent toutes de la donnée non structurée, et qu'à un moment j'aboutis par exemple à, je ne sais pas, 400, 500 téraoctets de données, on parle d'1 million d'euros d'investissement. Et si on parle qui plus est de cloud public, si ces données sont sur du cloud public ou du SaaS, c'est le million, il est annuel. Et là, on parle, Guillaume, uniquement de stockage. On ne parle même pas de données que je vais faire revenir sur mes serveurs, que je vais utiliser pour de la production. On parle uniquement de stockage. On va pouvoir adresser les deux. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez intéressant. Si je me repositionne côté Box, l'objectif de cette architecture, c'est à la fois
bien évidemment de fournir des gains opérationnels et d'intégrer cette composante de la donnée non structurée, d'intégrer cette composante documentaire au cœur du système d'information. Mais l'intérêt de faire cela, c'est qu'également, on va pouvoir consolider le service, c'est-à-dire pouvoir offrir des services à valeur ajoutée, ensuite à l'ensemble, bien évidemment, des métiers et à l'ensemble des applications, de façon à unifier et l'expérience. Comment est-ce qu'on garantit, Guillaume, la souveraineté des données et la gouvernance de ces données non structurées pour l'ensemble des services et des applications sur différents clouds? Parce qu'on parle toujours de cloud et donc ça ajoute toujours un petit niveau de difficulté particulière. Effectivement, ça fait beaucoup de couches dans l'équation. Oui. C'est, je dirais, un arbre multidimensionnel. Et effectivement, des architectures telles que je l'ai décrit depuis le début de mon intervention, qui essaient de consolider et de rendre justement ce service de gestion documentaire unique à l'échelle de l'ensemble des clouds et de l'ensemble des applications, va me permettre, et c'est un des objectifs clés de aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui font appel à nous, c'est garantir la gouvernance et, je dirais, la maîtrise des données qui sont produites dans l'entreprise. Là où aujourd'hui on est sur de multiples silos de données, j'ai de la donnée dans mon SharePoint, dans mon Teams, dans mon OneDrive, dans mon SAP, dans mon Salesforce, une architecture consolidée permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble des données qui sont produites et ensuite de venir y appliquer des règles de gouvernance de données pour notamment, je dirais, adresser les 3 grands risques qui pèsent sur la donnée non structurée, et on les connaît tous, même si souvent on considère on peut les rappeler quand même. Le risque lié au facteur humain, la fuite de données quotidienne. On a dans la presse, on entend des sujets de cybersécurité tous les jours. Le risque aujourd'hui pour l'entreprise, il n'est pas une attaque d'envergure, il est sur la fuite quotidienne d'informations. Je diffuse une information à un mauvais collaborateur, je diffuse une information à mon concurrent sans forcément l'avoir souhaité. Donc il y a un vrai sujet facteur humain. Il y a un deuxième sujet qui est un sujet cybersécurité, avoir une réponse unique sur l'ensemble de ces thématiques cybersécurité à l'échelle du système d'information pour les données documentaires. Et le troisième point, et non des moindres, et on est en France et on adore ce sujet, c'est la régulation. C'est comment est-ce que je m'assure que toutes ces données qui sont produites, quelles que soient les applications, et manipulées, quel que soit le collaborateur, soient en conformité totale avec les règles de gouvernance auxquelles mon entreprise est soumise. Le RGPD en tête, par exemple, sur ce qui va être de la conservation de ces données, mais également des régulations spécifiques liées à certaines industries qui ont des règles beaucoup plus strictes. Et donc, cette plateforme consolidée permet de mettre en œuvre ces 3 grandes thématiques autour de la protection de données, les facteurs humains, la cybersécurité et la régulation, de façon unique, sans avoir à, comme on le voit aussi beaucoup aujourd'hui, multiplier des solutions de contrôle tierces, des solutions de CASB, de data loss protection, etc., qui vont essayer autant que faire se peut d'analyser mes 150 applications cloud public ou cloud privé. Ici, dans un modèle tel que celui que je décris avec notamment Box, ce sujet n'existe plus parce que la plateforme qui stocke la donnée est également celle qui la gouverne. J'aimerais qu'on s'arrête juste quelques instants sur ce que vous venez de dire, qui est, je pense, d'une importance cruciale pour une grande entreprise, c'est le lieu de stockage de ces données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie des organisations veulent que ces données soient en France. Je pense notamment peut-être aux grands acteurs de l'État ou même des grands groupes industriels. Comment est-ce que justement votre solution participe au fait de rassurer des organisations qui sont absolument, qui ont absolument besoin d'être certaines que les données qu'elles utilisent, les données qu'elles génèrent, vous l'avez dit, elles sont en quantité non négligeable, eh bien restent sur le sol français ou à défaut en Europe? Déjà, le fondamental de cette architecture, c'est qu'on découpe les applications de leur stockage. Donc on déconnecte le stockage d'un Office 365, on déconnecte le stockage d'un SharePoint, on déconnecte le stockage d'un SAP pour venir le reconsolider. Donc on va déjà s'assurer qu'en termes de gouvernance des données qui sont produites par ces applications majeures, on s'assure de leur intégrité et de leur stockage unique. Et Box a aussi construit son architecture de telle façon à, même au niveau de l'utilisateur, même au niveau d'une équipe, bref, de quiconque va avoir besoin d'interagir et de produire une donnée, de pouvoir avoir des localisations différenciées. C'est de se dire, imaginez que moi je suis une multinationale, je travaille avec un client au Japon. Le Japon est extrêmement protectionniste en termes de localisation de données. Vous ne pourrez pas travailler avec le Japon si toutes vos données ne sont pas au Japon. Et il n'y a pas que la France, donc. Il n'y a pas que la France. C'est pour ça que je prends l'exemple japonais, parce que souvent on se concentre sur la France. On se concentre vraiment sur la France. Il y a d'autres exemples. Et dans un modèle tel que celui-ci, on va pouvoir dire, OK, dans le cadre de ce projet, dans le cadre de toute l'information documentaire qui va être produite par toutes mes applications et par tous les intervenants de ce projet, sans aucune intervention, je dirais, humaine complexe, va faire en sorte que toutes ces données soient automatiquement
migrer dans un environnement de stockage au Japon, comme c'était l'exemple que je fournissais. Et donc Box a, je dirais, des régions de stockage qui va permettre d'adresser des spécificités de régulation sur des projets unitaires et sans transformer la façon dont les entreprises fonctionnent et dont les collaborateurs travaillent. Le collaborateur, pour lui, ça ne change rien à son quotidien, sauf que la donnée qu'il manipule à un instant T, étant donné que c'est dans le cadre d'un projet A qui est avec un client japonais, toutes ces données sont au Japon. Une dernière question, Guillaume. Vous l'avez dit, aujourd'hui, les données peuvent être partout. Elles peuvent être dans OneDrive, elles peuvent être dans un bout d'Office 365, elles peuvent être chez Salesforce, SAP. Enfin bref, on peut imaginer vraiment beaucoup de scénarios d'usage possibles. Comment est-ce que vous aidez finalement chez Box l'entreprise à construire une expérience documentaire qui finalement s'affranchisse des silos et qui soit la plus fluide possible? C'est ce que je précisais en introduction, c'est qu'il y a bien on adresse deux tracks différents. Un track architectural, c'est celui sur lequel on discute depuis le début de cette conversation. Et un deuxième track qui est d'autant plus important parce que lui, il impacte le business, c'est un track de service. C'est de se dire que cette couche qui va piloter l'ensemble de ma documentation d'entreprise, pour l'ensemble de mes applications, je veux aussi qu'elle soit une couche de médiation. Je veux qu'elle permette de m'assurer justement que mes processus métiers puissent fonctionner indépendamment du type de contenu que je vais manipuler. Et donc ça, c'est un thème clé autour de ce modèle architectural. Et je peux citer un exemple, sera beaucoup plus parlant. C'est de dire aujourd'hui, par exemple, je suis une entreprise créative. Autour d'un projet, je peux avoir des créatifs qui vont produire des documents Photoshop, par exemple. Je peux avoir des équipes juridiques qui ont un droit de regard sur ces documents au cours de leur production. Je peux avoir des équipes finances, parce qu'il y a toujours des équipes finances à un moment. Et elles seront encore plus présentes demain. Dans cette histoire. Et donc, de par le fait d'avoir consolidé cette data et le fait d'avoir ce rôle de médiation, nous, on va s'assurer que l'ensemble des parties prenantes de ce projet va pouvoir avoir accès à l'information, accès aux documents et indépendamment du type de document. Moi, j'ai tendance à décrire le PDF comme étant l'enfer des entreprises. C'est-à-dire ça devient le plus petit dénominateur commun que tout le monde doit mettre en œuvre parce que sinon, rien n'est compatible avec rien. Et ça, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait qu'on ait du stockage applicatif. On ait laissé la brique non structurée au niveau des applications. Si on la redescend au niveau d'une couche globale sur le système d'information, là, on peut venir mettre en œuvre des mécanismes de médiation pour que le juriste qui a besoin de faire une revue du document Photoshop en cours de publication par ses créas, il n'a pas besoin de conversion PDF, il n'a pas besoin de se faire envoyer quelque chose de spécifique, il accède directement au document, il le prévisualise, il le commente, il la note, il l'approuve, et tout ce processus-là à travers une seule plateforme, et ça, c'est Box qui fournit le service directement aux utilisateurs. Et donc, j'imagine, moins de mots de tête pour les équipes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume, ce matin. Je rappelle, vous êtes directeur technique Europe du Sud chez Box. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite parce que nous allons approfondir les thématiques qui ont été exploitées ce matin et qui ont été évoquées avec nos 4 invités pour une table ronde. À tout de suite. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et je le disais à l'instant, nous allons parler et approfondir les thématiques que nous avons abordées tout au long de cette émission. Et cette fois-ci avec 4 invités. Nous sommes avec Guillaume Lanbert. Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors Guillaume, vous êtes Head of Cloud Center of Excellence, entre parenthèses AWS Community Builder chez BetClick. Bienvenue. Nous sommes également avec Laïla Scali. Laïla, bonjour. Bonjour. Alors Laïla, vous êtes IT Value Engineer chez BMC Software. On fera un petit tour après pour présenter les uns et les autres. Nous sommes également avec Xavier Bourdelois. Xavier, bonjour. Bonjour Thomas. Ça fait longtemps. Voilà, Xavier, vous êtes Senior Sales Engineer chez Commvault. Et nous sommes également avec Gilles Portier. Gilles, bonjour. Bonjour. Alors Gilles, vous êtes Solution Engineer chez Dynatrace. Alors on fait un petit tour de table pour savoir qui est qui. Alors BetClick en ce moment particulier, il n'y a pas forcément besoin de vous présenter, mais un mot quand même pour nos amis qui ne sont pas les parieurs. Ok, donc BetClick aujourd'hui, on fait du pari sportif en ligne. Donc on est l'entreprise avec la plus forte croissance en Europe dans notre secteur. Donc voilà, le but aujourd'hui de BetClick, c'est
que les passionnés de sport aient une application pour avoir l'application la plus divertissante possible dans l'univers du sport. Voilà. Et ça de manière, bien sûr, sécurisée et également responsable, et qui est très important. C'est très clair et je suis sûr que ça parle à quelques-unes des personnes dans ce studio, et je pense à un en particulier, qui pratique le pari, je dirais pas avec assiduité, mais un tout petit peu. Là, qui est BMC ? Alors, BMC Software, donc c'est une entreprise qui développe et commercialise des solutions de gestion informatique. Donc, on intervient principalement sur 3 piliers, mainframe, orchestration, donc vous connaissez bien Control M, et puis surtout les services digitaux de la gestion des opérations, où aujourd'hui on investit énormément et on a conçu des solutions qui permettent justement une agilité de créer une entreprise digitale autonome. Voilà. Merci. Xavier, Commvault. Alors, Commvault, leader sur la protection de la donnée. Notre métier, c'est de protéger les données de nos clients, quel que soit leur environnement. Et c'est là où ça rejoint le sujet du jour. Gilles, qui est Dynatrace. Dynatrace en français. Allez, Dynatrace. Parce que Dynatrace est une société américaine. D'accord. Mais avec des labs de développement en Europe. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, nous sommes les leaders mondiaux de ce qu'on appelle l'observabilité. Je reviendrai peut-être sur cette notion rapidement, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, donc société de à peu près 5-6 000 personnes dans le monde. Voilà. Alors justement, une première question pour vous. Gilles, on a parlé avec nos différents invités, on va parler bien sûr avec vous de défis que pose le multi-cloud. Et cette première question que j'allais vous poser, c'est celle-ci en fait, c'est quel défi pose un multi-cloud en matière d'observabilité? On a eu le cas de TF1 tout à l'heure, AWS, Azure, différents applicatifs, un déploiement en cours. On en parlera avec vous aussi, Guillaume. On est dans des cas qui sont proches. Quelle problématique pose l'observabilité dans ce cas précis? Donc l'observabilité, pour faire très très court, c'est la mesure de la performance en fait de vos applications, mais aussi de tout le système d'information, et puis lorsqu'il y a des problèmes de performance, de trouver très rapidement d'où ils viennent pour pouvoir les corriger. Voilà, donc c'est pour simplifier, c'est ça. La grosse problématique, en fait, c'est que on est dans un environnement multi-cloud, donc il faut déjà que les solutions d'observabilité, la bonne solution d'observabilité, puisse regarder ce qui se passe dans chacun des clouds, puisse se déployer dans chacun des clouds. Alors moi, je vais prendre par exemple l'exemple d'une application. On a beaucoup parlé d'une application qui serait développée sur un cloud et migrée sur un autre, etc. Donc, c'est un cas de figure qu'on retrouve assez souvent. Qui est très souvent. Maintenant, les cas de figure qu'on voit plus récemment, ce sont des applications qui traversent plusieurs clouds. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, des microservices qui tournent dans Amazon, et puis qui vont appeler des services managés qui sont Azure, et puis des serverless fonctions qui tournent dans Google. On voit ce genre de choses. Donc là, il est clair, première chose, premier challenge pour la solution multi-cloud, c'est de pouvoir s'installer partout et de pouvoir bien regarder ce qui se passe. La deuxième chose, c'est de le faire rapidement. S'il faut configurer pendant des heures pour pouvoir s'installer et regarder l'application, donc il faut aller très très vite pour avoir une solution qui permet de se déployer très vite, qui est automatisée. Et troisième chose, on commence à apercevoir que, puisqu'on va regarder les performances des applications, mais également de l'infrastructure qui est dessous, on va collecter une quantité d'informations qui se multiplie suivant le nombre de clouds. Si j'ai 2 clouds, j'ai 2 fois plus de quantité d'informations à traiter, à ingérer. Une solution d'observabilité, elle ingère de l'information de performance, elle la traite et elle restitue, quelque part, une bonne solution. Elle convertit des métriques en informations pertinentes. Vous avez un problème, la route cause, elle est là, et voilà comment le solutionner. Donc, en fait, les quantités de données à traiter deviennent extraordinairement importantes. Voilà, on doit être capable d'ingérer, de traiter d'énormes volumes. Je reviendrai peut-être sur les autres challenges après. Oui. Voilà. Peut-être un mot sur ce que vous avez mentionné à l'instant, Gilles, qui est la mesure de la performance. C'est un vrai défi, parce que quand on a des applicatifs qui tournent, on a des applicatifs, on a des VM qui tournent, on a tout un tas de, vraiment, on imagine tout un tas d'actifs qui fonctionnent. Comment est-ce qu'on peut en mesurer l'efficacité quotidiennement et sur différentes plateformes? La première mesure qu'on se doit de faire pour une application qui est transactionnelle, avec des utilisateurs qui sont en face de l'application, je pense aux applications par exemple de TF1 ou BetClick, vous avez des utilisateurs. La première chose à mesurer, c'est pas aller voir la CPU d'un serveur ou si le réseau a une latence de 12 millisecondes, c'est pas ça. C'est bien de mesurer ce que votre application délivre en termes de performance à vos utilisateurs. En gros, pour schématiser,
Il y a deux grandes notions à mesurer. C'est l'utilisateur va vulgairement cliquer, hein, et il va même bête cliquer peut-être. Il va cliquer, il s'attend à avoir une réponse, et il s'attend à l'avoir rapidement. Donc s'il a un message d'erreur, il est en train de payer son caddie, par exemple, son panier, et qu'il a un message d'erreur, erreur 500, un truc technique, il ne comprend rien, il est complètement perturbé parce qu'il ne sait pas si sa carte bleue a été débitée, etc. Donc ça, c'est la disponibilité de l'application. Je n'ai pas d'erreur, l'infrastructure marche bien, mais la couche applicative aussi. Et la deuxième chose, c'est le temps de réponse. Je ne peux pas me permettre, quand je fais une recherche sur Google, d'attendre 50 secondes. Il faut que la réponse revienne très, très vite. Donc c'est ça qu'on va mesurer. Et une bonne solution d'observabilité, elle le mesure dans le navigateur. Et avec un déploiement très simple, on est capable de voir combien j'ai d'utilisateurs à un instant T et quels sont tous les temps de réponse par page, par clic qui sont délivrés et s'il y a des erreurs, etc. Et puis après, le secret, c'est de suivre tout de bout en bout, mais j'y reviendrai peut-être après. Leïla, comment est-ce que vous observez aujourd'hui ce défi du multicloud pour les entreprises? Est-ce que vous pouvez partager avec nous la vision que vous en avez? Alors, aujourd'hui, la vision du multi-cloud est plutôt positive et présente des avantages. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va diversifier les risques. On ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, c'est très important d'avoir plusieurs fournisseurs, notamment par rapport à la stratégie de tarification, par rapport à l'optimisation des performances, par rapport à l'optimisation de la charge ou la distribution de la charge, par rapport à la sécurité pour éviter des risques de compromission et surtout, lorsqu'il y a par exemple des plans de récupération à faire, de pouvoir basculer la charge sur celle d'un autre fournisseur. Donc ça, c'est vraiment la vision qui est importante. D'accord. On va rentrer dans le détail peut-être un peu plus tard avec vous, Xavier, mais aujourd'hui, quand on a une organisation qui bascule sur un nouveau cloud, ou même peut-être sur deux clouds, hein, ce que vous décriviez à l'instant, Gilles, avec des entreprises qui, de plus en plus, ont une instance sur un cloud, sur un deuxième, puis un troisième. Hein. Je pense que ce type d'exemple va se multiplier, ce type de cas d'usage va se multiplier. Comment est-ce que, malgré la diversité des clouds, eh bien, on construit une expérience unifiée? Parce que c'est un vrai défi, même si c'était un invité précédent qui disait qu'avec des solutions, il parlait du stockage, que vous connaissez un tout petit peu, eh bien, c'était une approche qui était peut-être plus facile. Quoique, comment est-ce que justement on bâtit cette expérience unique, enfin simple et simplifiée, malgré les différents clouds? Alors, je rejoins un peu tous les commentaires qui ont été faits. Aujourd'hui, on est vraiment dans le monde du multi-cloud, en fait. Et je dirais même, quand on parle du multi-cloud, je vais mettre le cloud privé dedans. On va retrouver des solutions qui vont être réparties aussi bien on-premise que dans les différents clouds. Et généralement, quand un acteur va dans un cloud, généralement, il ne va pas que dans un seul cloud. Il va dans plusieurs fournisseurs de cloud public. En fait, l'idée, pour simplifier l'expérience utilisateur, c'est pas juste d'avoir une interface web qui va nous permettre de rebondir avec des produits qui vont adresser un cloud et puis un autre produit qui va adresser un autre cloud. C'est vraiment d'avoir un outil qui va permettre bien sûr de masquer toute la complexité qu'on va avoir dessous. Alors la complexité en termes de design et de terminologie. La personne de TF1 en parlait tout à l'heure dans la partie quand on a plusieurs clouds, les différences entre les deux, ils n'utilisent pas les mêmes termes, les spécificités de chacun sont un peu particulières, donc il faut être capable d'avoir un produit qui va être capable de masquer cette partie-là, d'apporter les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire qu'une expérience utilisateur, alors pour mon domaine qui est la data protection aujourd'hui, c'est d'être capable pour un utilisateur sur lequel on va lui demander une restauration ou de contrôler des sauvegardes, d'avoir exactement la même interface, les mêmes rétentions, les mêmes philosophies, entre guillemets, produits pour être capable de restaurer. Et ça, c'est très important. Et alors, pour notre part, on va le délivrer parce que notre solution tourne sur un code unique. Et on va avoir une couverture applicative. C'est ce que je disais en introduction, l'idée, c'est quelle que soit, où que soit la donnée, c'est d'être capable de l'adresser. Ça, c'est une réflexion qui est la vôtre, Guillaume. Aujourd'hui, en termes d'expérience unique, en termes de localisation de la donnée, c'est quelque chose que vous avez, qui a nourri votre réflexion pour votre stratégie cloud, je suppose. Tout à fait. On se retrouve, on écoutait également l'intervenant de TF1, on se retrouve un peu dans tout ça. L'important, c'est d'avoir un petit peu de la donnée, d'avoir en fait uniformisé nos clouds, que l'on en ait plusieurs, et en fait qu'on ait une uniformité
en termes d'outils qu'on va utiliser, en termes d'uniformisation de la data. Enfin, voilà, il ne faut pas qu'on ait des choses complètement différentes d'un cloud provider à l'autre. Donc, enfin, voilà, tout ce qui est unification de la data, c'est quelque chose, en effet, aujourd'hui très important et sur lequel on a vraiment réfléchi quand on a décidé de partir sur quelque chose multi-cloud. Eh bien, justement, hein, je reviens sur cet exemple et sur cette phase de la vie de BetClick. Hein. Vous êtes en train de migrer, allez, c'est pas un secret, on peut le dire, sur Azure. Point commun avec TF1. Vous partez, vous aussi, d'un cloud, hasard, hein, vous partez d'AWS, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Comment est-ce que cette migration aujourd'hui s'inscrit-elle dans votre stratégie de cloud global? Dans le cadre de TF1, on avait plutôt un effet, si vous avez suivi, un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'ils travaillaient avec un fournisseur, ils se sont rendus compte que c'était un tout petit peu plus simple de travailler avec Azure avec eux, donc ils ont migré sur Azure, ils ont déporté une partie de leur applicatif sur Azure. Quel est l'historique finalement de votre choix de multi-cloud? Ok, enfin, chez nous c'est un peu différent, on ne part pas vraiment d'AWS, en fait on était historiquement on-premise à 100%. Donc on a commencé en fait un nouveau cas d'utilisation assez important, enfin pour un nouveau business complètement, où on a décidé au début de faire un POC avec AWS, où on s'est dit ok, mais ça marche très bien, on a un time to market, on peut utiliser des services managés, on peut aller bien plus vite sur de la production. Donc ça a commencé à marcher, on a commencé à mettre d'autres use cases qui gravitaient autour de ça dans AWS. Donc c'est comme ça qu'est démarré AWS. Et au final, vu qu'on était content de ça, on a entrepris un programme Move to Cloud. Donc son objectif, c'est qu'il soit fini pour fin 2024, où là, en fait, on est parti sur une approche plus multi-cloud. Pourquoi ? Parce que déjà, historiquement, BetClick, ça a plus de 15 ans. Donc voilà, on était très, très Microsoft, donc avec du .NET, par exemple, et du SQL Server. Et du coup, à un moment donné, pour aller au bout de ce programme et d'aller sur le Move to Cloud à la fin, on se rapproche également de Microsoft pour pouvoir faire du lift and shift sur certains applicatifs qu'on n'a pas besoin de bouger, enfin qu'on ne veut pas bouger forcément et qu'on ne va pas toucher, ça arrive tout le temps. Et du coup, vraiment, notre objectif, c'est à peu près de 50% AWS, 50% cloud. On retrouve les mêmes choses que ce qui a été dit, pour ne pas mettre nos œufs dans le même panier, pour également profiter de la bonne technologie pour le bon use case. Donc voilà, on a des use cases très Microsoft, donc on va aller sur Azure. D'autres où AWS est meilleur, donc on va aller prendre la partie AWS. Donc on va utiliser le bon cloud provider pour le bon usage, en fait. On a beaucoup de questions ce matin. Je vais essayer de les glisser au fur et à mesure. J'en note une là qui arrive, qui est très longue, qui est pour vous, Laïla. Oui. Elle est très longue, donc préparez-vous. Guillaume, encore pour vous, qui dispose dans votre organisation de la vision globale du cloud? On sait que par exemple chez TF1, ils ont construit une cloud team. Chez vous, elle ne porte pas forcément le même nom. Hein. Vous en êtes le leader. Qui dispose de cette vision et comment est-ce que vous l'avez construite finalement, cette vision globale? Donc justement, mon équipe va disposer de cette vision. En fait, on a onboardé tous nos développeurs, c'est-à-dire qu'on est parti sur une approche cloud. On a fait un gros programme de formation. Et dans ce gros programme de formation, en fait, mon équipe qui est arrivée a mis en place un certain nombre, on va dire, de rituels, c'est-à-dire que pour tout nouveau projet, chaque équipe doit, ce qu'on a appelé un canevas en interne, en fait, chaque équipe doit nous présenter pourquoi ils font ce projet, l'architecture associée, les services qu'ils vont utiliser, ainsi que tout ce qui est coût. Voilà, je sais qu'on en parlera potentiellement après sur la partie FinOps. On va en parler. Mais voilà, également bien tout ce qui est coût, qui est sur ça. Donc voilà, mon équipe a vraiment une vision globale. Ensuite, on a mis en place une instance avec les décideurs de notre IT chez nous, qui sont un peu des reviews d'architecture, donc où chaque projet impactant, donc on ne va pas le faire sur tous les projets. Hein. Il y a un projet, ça va être, je sais pas quoi, une lambda qui va faire 2 calls. Ça, c'est pas très impactant, donc c'est pas ça. Mais sur tous les projets impactants, en fait, les mêmes équipes vont présenter leur architecture aux décideurs IT pour être sûr que tout le monde soit aligné. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une vision globale. Et également uniforme. C'est-à-dire que c'est nous qui voyons entre Azure, il va faire comme ça, AWS, il va faire comme ça, et peut-être ici rapprocher en fait les bonnes pratiques d'un cloud sur un autre. Je reviens juste très rapidement à vous Gilles. Quand on a des équipes comme ça, eh bien votre solution notamment, ou en tout cas des solutions comme celle de Dynatrace ou BMC d'ailleurs, permettent d'avoir une vision, de donner une vision à des équipes qui sont
en gros, je dirais, Tout à fait. cross-platform. Hein. Ça fait partie Pas ce des mot-là, challenges que j'aurais dû donner en introduction. C'est effectivement, le mot est sorti 3 ou 5 fois, unification. En fait, hein. L'idée, c'est vraiment, j'ai de la performance qui est dans des milieux hétérogènes. Je vais montrer, finalement, la performance ou la non-performance et unifier cette visibilité. Voilà, donc on peut la montrer à différents niveaux, cette performance, soit à des responsables applicatifs, soit des responsables métiers. L'observabilité, normalement. Alors, derrière l'observabilité, les plateformes d'observabilité, il y a la notion très différente de ce qui se faisait avant. Avant, c'était le monitoring technique. Vous aviez des équipes qui monitoraient des serveurs, d'autres des réseaux, etc. Parfois, à l'époque, on pouvait monter dans les applications, mais c'était assez rare. La notion d'observabilité, c'est une plateforme. Ce n'est pas plusieurs outils. C'est pour ça que l'observabilité dans le multi-cloud, elle est parfaite parce qu'on a tout dans une seule plateforme et on n'utilise pas l'outil du premier fournisseur de cloud, ni l'outil pour regarder les performances du deuxième fournisseur, etc. Parce qu'on reviendrait à faire du monitoring par silo, ce qui ne fonctionne pas. En fait. Donc l'idée de l'observabilité, c'est une seule plateforme qui unifie toutes les données de performance qu'on va observer, applicatives, infrastructures, etc., pour pouvoir remontrer à chaque responsable d'équipe, d'infrastructure qui se préoccupe de l'infrastructure du cloud ou de son infrastructure interne, si on est on-premise, de remontrer les bonnes données aux bonnes équipes. Mais on peut montrer effectivement des données de très très haut niveau, à la fois de performance, l'application elle marche bien ou elle ne marche pas bien, et puis des informations métiers également. Et aussi des informations de sécurité. Maintenant, dans l'observabilité, vous avez la sécurité, trouver très très vite les vulnérabilités qui seraient... voilà. Et de descendre jusqu'au niveau du code aussi, qui se déroule en mémoire. Il y a du code qui tourne dans le cloud, et ben on va être capable de voir s'il est performant. Donc, on peut, oui, montrer... l'idée d'une bonne plateforme d'observabilité, c'est de faire tout ça, dans une seule plateforme. D'accord, d'avoir vraiment toutes les données. Tout à fait. Et pour vous, c'est effectivement critique. Alors, on va juste revenir aux questions. Et il y en a une qui porte, et ça tombe bien, puisqu'on va en parler tout de suite. Le multi-cloud amène des avantages évidents, on est tous d'accord, mais le risque porte sur la complexité, des coûts qui explosent, avec des besoins humains de plus en plus importants, diversifiés, rares et chers. Ce qui nous amène peu ou prou à la question que j'allais vous poser, Lila. Hein. Comment est-ce qu'une entreprise peut améliorer sa gestion des coûts dans un environnement multi-cloud quand on prend en compte la multiplicité des plateformes, des outils, les outils dont on a besoin pour construire une expérience simplifiée, pour l'observabilité, pour des compétences. Comment est-ce qu'on fait tout cela ? Alors, en effet, c'est une très très bonne question et un sujet à adresser en amont. Donc aujourd'hui, en fait, vu la complexité, cette gestion doit devenir une discipline. C'est notre vision de la chose, notamment à travers l'approche FinOps. D'accord ? Donc moi, typiquement, je porte ce sujet chez BMC. Donc d'abord, on commence par établir un état des lieux de ce que nous avons. D'accord ? Des outils qui sont utilisés, de nos différents environnements cloud qui sont présents chez nous. Deuxièmement, on va faire une analyse de comment est-ce que ces environnements cloud sont utilisés. Qui utilise quoi et pourquoi ? Nous identifions ensuite les ressources qui sont sous-utilisées ou pas utilisées du tout. Puis ensuite, on va chercher soit à les réduire, soit à en trouver une utilité. Nous allons identifier également des aires de surcharge. Tout ceci, pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut éviter le surprovisionnement sur certaines instances qui va amener à des surfacturations ou bien à des sous-provisionnements qui va amener en fait à des coûts qui ne sont pas nécessaires. Le but de tout ceci, c'est de reprendre le contrôle au niveau financier, au niveau des coûts, par rapport aux différents prestataires. Parce qu'en fait, la multiplicité des clouds a engendré quoi ? Un gaspillage au niveau des ressources et un manque de discipline au niveau justement de l'utilisation ou de la gouvernance. On veut reprendre ce contrôle. On reprend ce contrôle en ayant une vision unifiée de ce qui se passe. Et à travers des solutions, on va dire, de visualisation avec des datas en temps réel de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de notre utilisation et de la capacité. Ensuite, on va automatiser la gestion de certaines ressources avec des solutions qui sont adaptées au niveau de la capacité. Et puis, on va surveiller en continu. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un dispositif, comme je vous le disais, FinOps, avec des sponsors dans chaque département qui va veiller en fait sur la surveillance, sur le suivi et l'atteinte, on va dire, des KPI. Lorsqu'on a fait tout cet exercice, sur une année par exemple, on fait le bilan et on reboucle sur l'année suivante. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a dépensé, etc., pour savoir où allouer les budgets. Et bien sûr, dans tout ça, c'est très important de responsabiliser les métiers dans cette approche.
Comment est-ce que vous allez justement répondre à ce défi de la dépense, Guillaume? Vous êtes sur un cloud A, vous basculez aujourd'hui sur un cloud B, vous avez une équipe pluridisciplinaire, je dirais, multi-cloud, capable de comprendre ce qui se passe sur un cloud A et B, Azure et AWS. Comment est-ce que vous répondez à ce défi posé par la dépense finalement? Déjà, en fait, la problématique des coûts, c'est quelque chose qu'on a adressé dès le début de notre programme Move to Cloud. C'est-à-dire, c'était vraiment une de nos stratégies de départ. Donc déjà, pour ça, on a formé nos développeurs. On a également formé les décideurs IT, c'est-à-dire qu'on leur a fait faire des formations sur les coûts des cloud providers dans une formation FinOps qui existe. Donc, c'était un nouveau métier pour eux. Ils ont dit, OK, maintenant, il va falloir qu'on fasse attention à ça. Ensuite, on s'est également rapproché de la finance. Donc avant, la finance, c'était facile pour eux. Maintenant, le cloud, quand même, un changement de paradigme pour la finance. Donc, on s'est vraiment rapproché de la finance. Donc, pour ça, on a formé également les gens de la finance. Donc, on leur a fourni des formations basiques sur les coûts, sur le cloud, sur des choses comme ça. Et également, on a mis une instance, c'est-à-dire que moi qui fais aussi un petit peu, qui gère la finance du coup dans les clouds, je fais régulièrement, donc au moins une fois par mois, des points avec la partie finance pour qu'on suive nos coûts et qu'on discute finance dans nos clouds. Donc ça déjà, c'est un gros rapprochement, donc qui est un peu l'approche FinOps dans les faits, c'est un rapprochement entre les équipes finance et l'IT. Et enfin, la dernière chose assez importante, il y a deux choses importantes. La première, ce que je vous ai dit, on a mis un process de Canva, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui est fait, il y a une calculette de coûts qui est présentée, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir à leurs coûts et ils vont également regarder dans leur architecture quelque chose qui est très important et qui est, on va dire, optimal niveau coût et qui est d'ailleurs, on utilise AWS, mais c'est pareil sur Azure, dans les deux, ils ont fait un programme de ce qu'ils ont appelé le Well Architected Framework, qui est vraiment un pilier essentiel de leur programme. Donc, nos développeurs, architectes, un projet global va nous présenter tout ce qui est coût. Derrière, c'est regarder, on a notre coût et en fait, ça va être suivi sur tout le long du projet, c'est-à-dire que tant que le projet n'est pas mort, chaque mois, on va contrôler, voir si on est toujours aligné avec ce qui a été dit. Et enfin, la dernière chose, du coup, c'est chaque début de mois, en fait, on a une instance également avec un peu les décideurs IT, une autre instance spécifique sur ça, où on va présenter les coûts au final par domaine pour que chaque applicatif, chaque personne responsable du domaine puisse avoir un état de ses coûts, les optimisations possibles et des choses comme ça. Je vois Laïla qui sourit en même temps. C'est un bon élève. Oui. C'est un bon élève. Si j'ai bien compris, votre sourire, ils ont manifestement, ils ont fait à peu près une partie des choses que vous préconisez, je dirais. En effet. Tout le monde n'a pas la même démarche. Quelles sont justement pour vous les étapes nécessaires à la conception d'une stratégie FinOps aussi efficace, manifestement, que celle de Betclic, parce que jusqu'à maintenant, elle a évité, je pense, jusqu'à maintenant, elle a évité les dérapages. Alors, tout d'abord, nous mettons en place ce qu'on appelle des sponsors FinOps. Donc, en effet, on va avoir des représentants dans les domaines de la finance, les opérations, le développement et l'ingénierie. Alors, juste un instant, on en trouve chez vous ou pas? Parce que là, vous avez, ce que je disais, c'est pour ça que je vous interromps là et là. Oui. C'est-à-dire que vous avez des discussions avec les métiers, mais vous n'avez pas forcément de représentants dans chaque métier. Non, parce que en fait, on n'est pas en centre de coûts, des choses comme ça. On est assez simple niveau finance, donc je ne pense pas que notre organisation nous permet de faire ça. Mais aujourd'hui, du coup, on va discuter. On a des contrôleurs de gestion spécifiques à l'IT. C'est plus avec eux qu'on va discuter, et on n'a pas de contrôleur de gestion ou de personnes finance par métier. D'accord. Là, il a, pardon, sur ces étapes. Voilà, donc c'est la mise en place de ces sponsors qui vont être qui vont être les personnes en fait qui vont faire le suivi, le contrôle, le suivi des KPI, et que vraiment en fait il y ait des best practices communes, parce qu'en fait on veut une unification des best practices et une unification des objectifs, et qu'on avance tous ensemble. Donc premièrement, c'est les sponsors. Les sponsors, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont former et sensibiliser à l'intérieur de l'organisation. Donc on va commencer par les métiers. C'est pour ça que c'est très important de responsabiliser les métiers dans cette approche, parce qu'en fait, ils vont avoir, ce sont eux qui ont la vision première de leurs besoins. Si on les responsabilise, ils vont faire beaucoup plus attention à leurs dépenses au niveau du cloud et éviter en fait le gaspillage. Ensuite,
on fait un état des lieux de l'existant. Donc d'abord, il faut qu'on ait des rapports de visibilité. On fait ça avec des solutions de découverte des parcs informatiques. Ensuite, on va définir les objectifs ensemble, ce vers quoi nous allons, des réductions au niveau de la consommation, des réductions au niveau des coûts, ou tout simplement mettre en place un système où le cloud va être un investissement qui va créer de la valeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Ça dépend de la stratégie de l'entreprise et de la vision. Ensuite, on va mettre en place des mécanismes de contrôle, justement pour s'assurer que tout le monde avance dans le même objectif et avec des KPI. Typiquement, par exemple, le développement. Aujourd'hui, ça ne sera plus le time to market des applications, mais c'est aussi comment est-ce qu'ils ont fait pour sortir cette application. C'est-à-dire quelles sont les ressources qui ont été utilisées et est-ce que ça a été optimal. Et puis ensuite, on va sensibiliser tout le long, faire le suivi tout le long. C'est un process qui est continu. Voilà. Et le but, c'est vraiment de créer un retour sur investissement de toute cette infrastructure cloud qu'on est en train de mettre en place, qui finalement ne doit pas être un coût supplémentaire, mais il doit être générateur de valeur dans la direction des objectifs de l'entreprise. Voici comment on fait. Il y a une question également que je voulais aborder, une thématique que je voulais aborder, c'était celle dont on a parlé tout au long de cette émission, c'était celle de l'adhérence et de la mobilité. Hein. Gilles, vous en avez parlé déjà à plusieurs reprises, et je me tourne vers vous, Xavier. Aujourd'hui, on sait qu'une entreprise, lorsqu'elle bascule sur le cloud, eh bien, elle se pose forcément la question de la réversibilité. Hein. Je pense que, Guillaume, vous voulez te poser peut-être au moins une fois, de pouvoir récupérer un applicatif ou d'éviter qu'il soit bloqué sur une plateforme, pouvoir le bouger, et ainsi de suite. Comment est-ce que, justement, vous rassurez les entreprises de votre côté sur cette question de la réversibilité qui peut être absolument critique, notamment en cas de fusion-acquisition, hein. Je pense qu'à là, mais je peux encore en citer d'autres. Hein, mais... Alors ça va reprendre un peu tout ce qui a été dit, notamment au niveau FinOps, parce que c'est une approche que l'on a sur cette notion de réversibilité. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vont dans le cloud et utilisent les outils natifs des clouds pour protéger les données. Ce qui fonctionne bien, on va dire, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Mais ça ne suffit pas. En fait, c'est pas que ça suffit pas, c'est juste que, déjà, le périmètre n'est pas forcément aussi large que celui qu'on peut proposer, d'accord ? Et puis, c'est unitaire à chaque environnement. Azure, AWS vont avoir leurs outils, mais pour leurs environnements, et pas forcément être capable d'adresser cette notion de réversibilité, c'est-à-dire que si on a fait des backups sur Azure, globalement, je bascule sur AWS, j'ai plus mes backups, quelque part. Puisque, en fait, ça s'appuie essentiellement sur des technologies de snapshot. Le deuxième point rejoint la partie FinOps, où globalement, tout ce qui est mécanisme d'optimisation du stockage, dans cette protection de données, n'existe pas dans le cloud. Il n'y a pas de mécanisme, ou très peu de mécanismes de déduplication ou de compression et d'optimisation qui va permettre en fait de garder ces données avec une rétention suffisante et d'être capable de les poser sur un environnement qui peut être n'importe quel type de cloud. Donc cette réversibilité, elle est liée à, elle peut apporter sur cette partie sauvegarde, sur cette partie protection de la donnée. Ce qu'on va apporter, c'est également la capacité à faire du any to any. Typiquement, d'être capable de protéger d'un côté, puis demain je veux migrer vers l'autre cloud, et ben, je vais être capable de convertir dans la restauration la VM, par exemple, qui existait sur le premier cloud, de façon très simple, avec quelques clics. Donc ça permet d'aller vite sur éventuellement une transition. Ça permet également d'avoir des capacités de disaster recovery, donc de réplication de données. On est capable de répliquer entre de l'AWS et de l'Azure, du VMware, je parlais d'on-premise tout à l'heure, du VMware, de l'Azure, de l'AWS, et de façon régulière, et puis de déclencher un PRA très rapidement. Ça permet également d'utiliser cette notion de PRA juste pour ce que le cloud peut apporter au niveau financier, c'est-à-dire qu'on paye quand c'est démarré. Donc, quand c'est pas démarré, le coût est plus optimisé. Donc, on peut travailler sur cette partie-là et cette notion de réplication très simplement sur cette partie et simplifier quelque part la réversibilité. Voilà. Donc, Comment vous participez de votre côté et vu de votre fenêtre à construire justement cette
cette vision consolidée dont on parle depuis tout à l'heure, et c'est-à-dire que vous, au niveau de la donnée, notamment, comment est-ce que vous permettez à l'entreprise finalement de savoir que telle donnée se trouve dans un endroit ou tel applicatif, vous assurez finalement que on ait ce fonctionnement, peut-être qu'on n'ait pas trop cette adhérence. Comment est-ce que vous contribuez à tout cela? Le fait d'avoir un seul produit qui va gérer l'ensemble des clouds, en fait, fait qu'on ne va pas avoir cette notion d'adhérence et qu'on va comprendre les données et les protéger de façon uniforme, quel que soit l'environnement, dans le même produit. Donc ça permet d'avoir des rapports consolidés, enfin d'avoir une vision globale, d'avoir des dashboards un peu comme vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire des dashboards un petit peu plus haut niveau qui vont avoir leur importance pour certains, pour le management, et puis de descendre un petit peu dans le deep dive si on doit rentrer plus spécifiquement sur un cloud ou un autre, ou un environnement ou un autre. Donc ça, c'est important. Cette notion aussi de consolidation et d'adressage de la donnée globale va aussi aider sur tout ce qui est mécanisme d'intelligence artificielle et de machine learning, puisqu'on va avoir la donnée à un seul endroit. Donc ça va simplifier cette corrélation et ça va également apporter, alors sans parler d'observabilité pour nous, mais plus pour la partie sécurité, en fait, des informations typiquement sur le comportement anormal d'un système ou un autre. Vous voulez dire un mot, Leïla? Pas forcément. D'accord. Je pensais que vous vouliez compléter. On reviendra sur vous de toute manière on dira un mot sur le FinOps. Guillaume, est-ce que cette crainte d'adhérence, on a parlé tout à l'heure, est-ce que déjà c'est une crainte pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous posez cette question dans votre opérationnel quotidien? Comment est-ce que vous l'avez contournée si elle venait à se poser? Quelle stratégie vous avez mis en place pour la contourner finalement? En fait, c'est pas vraiment une crainte. Enfin, voilà. Notre objectif, pourquoi on est parti sur le cloud, c'est déjà produire de la feature au métier de manière la plus rapide possible, donc c'est le time to market. Ce qui veut dire qu'au final, la non-adhérence serait un frein dans ça, parce que ça voudrait dire qu'on développe énormément de choses nous-mêmes pour ne plus être en adhérence avec un cloud provider. Donc c'est pas quelque chose qui est primordial pour nous. Donc, et d'ailleurs, on utilise énormément de services managés qui nous permettent d'avoir un time to market record. Donc, vraiment, c'est pas forcément une problématique pour nous aujourd'hui. Après, bien sûr, on la contourne. Donc, on va la contourner en utilisant justement une plateforme d'observabilité qui ne dépend pas d'un cloud provider, des solutions de sécurité et de backup qui ne dépendent pas d'un cloud provider. Tout à l'heure, on a parlé également des solutions de CI/CD, des solutions qu'il y a autour. Donc, CI/CD, FinOps, on n'en utilise pas pour l'instant, mais on va vraisemblablement faire notre propre solution pour pas justement dépendre d'un cloud provider. Du Terraform, par exemple, qui nous permet, c'est le même outil, donc même s'il va dépendre d'un cloud à un autre, mais c'est le même outil. Donc en fait, on va utiliser un ensemble d'outils, mais on ne va pas se dire on ne va pas utiliser ça parce qu'en fait, on est vendor lock-in. Donc ça, pareil, on essaye de s'assurer, c'est-à-dire que dans le même process que je vous ai parlé tout à l'heure, donc on regarde les services qu'on va utiliser, on se fait accompagner de nos cloud providers, donc que ce soit AWS ou Azure, pour savoir comment va marcher le service plus en détail derrière. Est-ce qu'il a un avenir? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser notre service qui a plus d'avenir? Des choses comme ça. Donc on va se faire accompagner dans ce cas-là, mais on ne va pas se dire « Ok, on n'utilise pas ce service parce que là, ça serait contre notre productivité et contre ce que l'on veut faire, qui est de la feature vraiment. » Et comme je le disais, on est vraiment en croissance et on doit produire de la feature qui est vraiment ça notre métier. Gilles, on a sur le cloud une grande variété de services, du IaaS, du PaaS, du SaaS, bien sûr, qu'on a mentionné. Quelle difficulté ça pose en termes d'observabilité et comment est-ce que malgré ce mélange, ce cocktail, finalement, on peut quand même faire remonter des données suffisamment structurantes pour l'entreprise? La difficulté, c'est qu'il faut que la plateforme d'observabilité puisse tourner dans ces environnements-là, monitorer je vais réemployer un vieux mot qui est monitorer, mais observer, on va dire, les architectures d'infrastructures qui peuvent être IaaS, des machines, des VM, du PaaS, des services offerts par le cloud provider, du serverless, parfois on peut donner... Donc, il faut que la plateforme prévoie ça. Et donc, il faut que les équipes de développement de la plateforme soient conséquentes et intelligentes pour avoir finalement monitoré ça. Mais en fait, au finish, vous avez une application qui transite
multi-cloud sur ces architectures. Le secret pour arriver à voir si vous avez des problèmes de performance, on va être trivial, c'est de suivre de bout en bout, horizontalement, les transactions utilisateurs. Par exemple, j'ai un utilisateur qui fait un pari, je veux savoir par où les passer, quelle ligne de code et sur quelle infrastructure. Tiens, telle transaction, telle partie de la transaction utilisateur est passée par une VM, donc du IaaS, sur lequel j'ai déployé un microservice. Tiens, elle est passée dans du cube, dans un container qui m'est fourni par Amazon. Tiens, voilà. Donc, on va suivre toutes les transactions de bout en bout et on met ça dans un modèle, on devrait mettre ça dans un modèle, qui est un modèle de dépendance horizontale. Par où passe, dans quel cloud passent toutes mes transactions utilisateurs pour, lorsqu'il y a un problème de performance, déjà scinder, savoir peut-être ça vient de ce cloud-là, ou ça vient de telle partie de code, ou ça vient de telle partie d'infrastructure. Et donc, redescendre, ça c'est la brique applicative. Je clique, j'ai des requêtes qui se transmettent, mais tout ça, ça tourne sur l'infrastructure, ça tourne sur du IaaS, du PaaS, etc. Donc le modèle, il est à la fois horizontal, mais il est vertical aussi. Et c'est donc être capable de fournir de l'information pour dire, quand ça se dégrade quelque part, ma plateforme d'observabilité doit être capable de vous dire d'où ça vient, trouver la route cause. Est-ce que ça vient plutôt de l'infrastructure ? J'ai une VM dans mon IaaS qui n'a pas assez de mémoire parce qu'elle est saturée, on lui demande trop de choses. Je sais pas, il y a eu une promotion sur les paris et il y a un événement phénoménal et puis on a oublié de provisionner les VM qu'il fallait. Enfin, je ne pense pas que ça soit le cas, mais voilà. Donc, trouver peut-être qu'à un instant donné, il y a des gros problèmes de performance qui impactent le métier, évidemment, et que ça vient de l'infrastructure ou de l'application elle-même. Donc, le secret, quelque part, c'est de prendre des métriques, de regarder des logs un peu partout, mais c'est aussi de suivre les fameuses traces de bout en bout. Et le secret d'une bonne plateforme d'observabilité, c'est d'être capable de faire ça pratiquement sans modifier le code de l'application. C'est-à-dire que les développeurs, on ne leur demande pas de modifier le code, on est astucieux, on met quelque chose qui observe toutes les transactions de bout en bout et n'ont pas besoin de modifier leur code. Et en plus, on regarde ce qui se passe sur l'infrastructure. J'aimerais qu'on dise un mot sur la sécurité. Alors, on reviendra un tout petit peu sur le FinOps en toute fin d'émission pour résumer, parce qu'il y a encore quelques points que j'aimerais vous voir aborder, Laïla. Xavier, je me tourne vers vous. Comment est-ce qu'on répond ? Quelle réponse on peut apporter à des entreprises qui se disent finalement nouveau cloud, plus de surface d'exposition, donc plus de risques de perte de données. Comment est-ce qu'on répond finalement au défi de la sécurité ? Alors, le défi de la sécurité, c'est aussi la multiplication du nombre d'outils qu'on peut retrouver dans les différents clouds, où globalement on commence par AWS, puis on utilise l'outil natif, et puis demain on veut de l'Office 365, on veut protéger Office 365, donc ça fait un deuxième outil. Demain on va sur Azure, on va utiliser un autre outil. Donc la multiplication des outils fait que on va avoir des risques inhérents à la surface exponentielle offerte par ces outils également. Donc notre approche, elle est vraiment différenciante par rapport à ça, où globalement, aujourd'hui, on se veut agnostique de toute infrastructure et d'apporter les mêmes niveaux de sécurité que l'infrastructure, elle soit on-premise, dans le cloud, dans n'importe quel cloud. Et pour ça, on va s'appuyer sur tout ce qui est, par exemple, architecture Zero Trust, sur tout ce qui est environnement de stockage immuable, qui soit sur DB Warm on-premise, ou sur de l'object lock, sur du stockage objet, de l'immutable storage sur Azure, etc. Donc on va être capable d'adresser et de fournir ces éléments. Pour preuve, aujourd'hui, on est la seule solution, globalement, qui est capable de valider l'ensemble des critères pour être certifié FedRAMP High, qui est le plus haut niveau de certification aux États-Unis. D'accord. Donc, moins d'applicatifs, c'est aussi... C'est un gage. C'est ça. C'est un gage de sécurité, puisque on va être capable d'avoir moins d'ouverture par rapport à ça, et donc de répondre à l'ensemble des problématiques de sécurité, enfin, de la protection des différentes données. Pardon. Alors, on pouvait difficilement avoir une émission comme ça sans parler d'IA. On en parle très, très, très souvent, y compris
sur IT4Business. Gilles, quel rôle l'IA peut jouer? Comment est-ce qu'elle peut aider justement à voir plus, à traiter plus, à observer mieux et à fournir peut-être des informations Voilà, on voit clairement que les environnements multi-cloud, c'est plus complexe qu'un seul cloud ou que d'être on-premise avec un seul data center. Donc, en fait, le multi-cloud apporte de la complexité. Et pour trouver pourquoi ça ne marche pas, je disais tout à l'heure qu'on ingère des quantités de données phénoménales, plusieurs dizaines, centaines de téraoctets de données par jour, par exemple. Et pour trouver que ça ne marche pas dans des architectures complexes, l'intelligence humaine ne peut plus le faire, en fait. On est arrivé à ce qu'on faisait traditionnellement du monitoring, où on voyait une CPU qui montait, on dit le problème vient de là, c'est fini, c'est terminé. C'est devenu tellement complexe, avec du serverless, avec des services managés, etc., que l'intelligence humaine ne peut pas regarder des chaînes de bout en bout, il ne peut pas regarder des milliards de transactions de paris ou des choses comme ça. Donc l'intelligence humaine, quand on a la donnée pour trouver les problèmes de performance, l'IA va faire l'analyse pour vous. Et en fait, donc ça doit être prévu au départ dans la plateforme d'observabilité. On ne peut pas avoir collecté des milliards de données puis se dire tiens, je vais mettre un moteur d'IA qui va généralement faire de la corrélation. Ça ne marche pas. En fait, il faut que le moteur d'IA soit à l'origine de la plateforme d'observabilité et qu'on ait créé ce fameux modèle de dépendance horizontale verticale et que l'IA travaille dessus. Et par exemple, chez Dynatrace, on a inventé un concept, un nouveau mot qui s'appelle l'IA hypermodale. Alors, si vous voyez ce terme-là dans la terminologie de l'observabilité, c'est Dynatrace qui l'a créé. En fait, on va s'appuyer sur 3 IA pour trouver des problèmes de performance. 3 IA qui se parlent entre elles et qui s'alimentent. Une IA qui est une IA qu'on appelle causale. Causale, c'est trouver les problèmes de performance et trouver la root cause tout de suite. Donc l'IA va vous dire, j'ai un ralentissement, j'ai 1000 personnes connectées sur le site de BetClick, j'en ai 950 qui ne peuvent pas cliquer sur le bouton « je valide mon pari ». L'outil va vous dire ça tout de suite et va vous dire la root cause, c'est peut-être parce qu'il y a telle ligne de code qui a changé ce matin, il y a eu un déploiement, et telle ligne de code est en erreur 500, voilà, et ça empêche ça. Donc ça, c'est l'IA causale. C'est pas de la corrélation, c'est vraiment de la causalité. C'est des arbres de faute qui sont parcourus, c'est des algorithmes qui sont utilisés par la NASA, ce genre de choses. Ensuite, il y a l'IA prédictive. C'est intéressant de dire, finalement, l'état de mon système, il est dans un certain état. Je voudrais prévoir comment ça va se dérouler dans l'heure qui vient ou dans la semaine qui vient, parce que peut-être que ça va casser. Donc, l'IA prédictive, elle va s'appuyer sur les données de l'IA causale et va commencer à vous dire comment ça va se passer. Et puis, la troisième brique, c'est l'IA générative. L'IA générative, c'est le fait que vous allez déjà pouvoir parler en langage naturel à votre système d'observabilité. Et puis, c'est sortir aussi des bonnes pratiques, c'est sortir, il y a eu tel problème qui s'est passé, il y a eu telle route cause, et bien de automatiquement générer la remédiation, par exemple, l'autoremédiation. Donc on génère finalement la correction du problème. Et tout ça, tout cet ensemble d'IA, qu'on appelle hypermodal, va vous permettre finalement de mettre de l'observabilité très très vite, de la déployer, de récupérer des milliards de données, et de laisser faire l'IA qui va vous dire là ça marche bien, là ça marche pas bien, là j'ai un problème peut-être sur l'infrastructure mais ça n'a pas d'impact sur l'appli, j'ai une appli qui marche pas bien et ça vient des fournisseurs de cloud mais pas de tel autre parce qu'on suit toutes les transactions. Donc il y a un nouveau terme et un nouveau l'IA hypermodal. Oui. Un nouveau terme et un nouveau renfort surtout pour les entreprises. Là, une toute dernière question pour vous, Oui. Leïla. Le nerf de la guerre, les coûts, les sous. Toute dernière question, comment l'entreprise peut-elle se construire une vision vraiment unifiée de ses dépenses cloud? Comment peut-elle faire? Alors, je vais y répondre d'abord en faisant un follow-up par rapport à la réponse qui a été donnée par Gilles. En effet, l'IA aujourd'hui doit être le centre en fait des process aujourd'hui en entreprise. Alors, il faut savoir que BMC a été nommé leader par le Forrester sur les AIOps, sur l'étude qui est parue en juin dernier. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, notre solution de gestion en fait des opérations, non seulement en fait va avoir une capacité au niveau de l'observabilité, mais elle va aussi relier à la capacité d'optimiser les ressources. C'est-à-dire que nous, avant même qu'il y ait l'incident, notre solution de gestion de la capacité va déjà faire en sorte que l'incident soit évité. Voilà, et c'est d'avoir une plateforme en fait qui soit unifiée. Donc la réponse, c'est quoi? C'est d'avoir une plateforme unifiée qui est centrée sur les technologies aujourd'hui, donc l'IA, le machine learning. En ce qui concerne les coûts et la capa, c'est avoir une seule console pour avoir la vue sur aujourd'hui l'utilisation.
C'est aussi d'automatiser les process qui permettent de gérer la charge. Donc on fait ça typiquement avec notre solution de capacité. C'est des alertes lorsqu'il y a des dépassements, avant qu'il y ait un incident, parce qu'en effet, on travaille aussi avec des métriques et des logs qui communiquent entre les deux modules, justement. Et puis ensuite, c'est d'avoir une vue par catégorie de ressources pour avoir une bonne gouvernance et savoir là où on doit investir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment au niveau de la responsabilité des métiers. Et puis surtout, c'est un suivi en temps réel des fluctuations des prix en fait, du cloud. C'est typiquement quelque chose que notre solution permet de faire. Donc c'est non seulement au niveau de la CAPA, de l'optimisation, de communiquer avec notre solution d'observabilité pour justement éviter les incidents, mais c'est aussi au niveau des prix de pouvoir avoir une stratégie de tarification. Parce que la solution donne en fait des comparatifs. Voilà. Et ce sera sur ces bons conseils le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le 19 octobre prochain. Notez bien le 19 octobre prochain pour parler d'IA. Bien sûr, vous l'avez deviné, d'IA générative et de l'impact de l'IA sur les métiers. Merci beaucoup, bien sûr, à l'équipe technique. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.